Voilà, vous avez entendu le petit son, normalement, c'est que c'est tout bon. Donc bonjour à tous. Moi je m'appelle Lancelot, je suis étudiant aussi et je suis multiplicateur depuis déjà 2 ans auprès de Rester sur Terre, de Stay Grounded. Et c'est moi qui vais vous proposer la formation de ce soir. Voilà, je sais pas Voilà, si on si tu sait veux, ou... j'explique le cycle de formation et après je te laisse prendre la parole pour le reste. Donc, dans ce cycle de formation d'avril, on a choisi de vous présenter trois formations, les trois formations principales du programme, qui en comptent six en tout, au global. Et donc, les formations que nous, on vous propose pour cette session-là et les deux suivantes, c'est aviation et justice climatique, les notions de base, donc qui est aujourd'hui, greenwashing du secteur aérien le 23 avril et politique de réduction du trafic aérien le 30 avril. Donc voilà, toutes les formations auront lieu en ligne, toutes des mercredis de 19 à 21 heures avec le même lien Zoom que celle-ci. Et effectivement, il n'est pas obligatoire de suivre l'intégralité des formations, mais ça peut être conseillé pour avoir un aperçu le plus complet possible. Donc, à l'issue de ces formations, il est possible de devenir, comme Lancelot par exemple, multiplicateur du réseau Rester sur Terre et de rejoindre l'équipe qui transmet ces formations. Donc, ces formations, elles sont modulables en fonction de ce que vous avez envie d'en dire. Donc, vous pouvez réutiliser exactement les mêmes ou réutiliser le contenu dans une forme qui vous convient plus. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous signaler si vous êtes intéressé par le fait de devenir vous aussi multiplicateur ou multiplicatrice. Et donc voilà, comme je disais, pour les quelques personnes qui sont arrivées entre-temps, n'hésitez pas à couper le son de vos micros pour éviter les bruits parasites et pour autant, vous pouvez toujours réagir dans le chat, dans la conversation écrite. Donc vous pouvez ouvrir ce chat en cliquant sur chat ou conversation dans la barre en bas. Et ça permet d'avoir une séance plus vivante et ça permettra à Lancelot de répondre à vos éventuels commentaires au fur et à mesure. Donc voilà, des temps dédiés seront aménagés pour les questions et à ce moment-là, nous vous inviterons à lever la main virtuelle que vous pouvez trouver sur Zoom. Donc je crois que c'est quand vous allez dans plus, c'est lever la main, je crois. Heu et vous pouvez aussi mettre une étoile, une petite astérix dans le chat pour demander la parole. Et comme le disait Lancelot, la séance sera enregistrée. Donc si vous ne voulez pas apparaître sur l'enregistrement, n'hésitez pas à couper vos caméras. Vous pouvez couper vos caméras, mais quand même, intervenir à l'oral, par le biais de votre micro, si vous voulez. Donc voilà. Bonne session à toutes et tous et je vais laisser, Lancelot commencer le module de formation. Super, merci beaucoup Luna. Bonjour à tous pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés. Donc je m'appelle Lancelot, je suis étudiant et aujourd'hui je vais vous présenter le premier module de notre formation proposée par Rester sur Terre, Aviation et justice climatique. Euh, donc moi je suis multiplicateur depuis 2 ans, donc je fais partie de l'équipe un peu qui organise et qui anime ces formations. Aujourd'hui, du coup, on va découvrir qu'est-ce que le lien entre aviation et justice climatique et comment on essaye de changer les narratifs, ou en tout cas d'approcher d'une nouvelle façon euh, ces sujets-là avec, du coup, par le biais de Stay Grounded ou Rester sur Terre. Et du coup, je vous invite à prendre la parole si vous le souhaitez dans le chat ou lever la main, etc. Le but, c'est que ça soit une séance dynamique. Ça va être très descendant, malheureusement, j'ai beaucoup parlé pour cette première séance, mais voilà, n'hésitez pas à apporter euh, vos différents points de vue ou données ou partage. C'est toujours... Désolé, j'ai dû disparaître. Euh, j'ai eu un petit Oui, problème de... t'en fais pas, on a vu un petit couac, mais t'inquiète, c'est bon. Désolé. Vas-y, reprends. Ok, j'espère que ça ne se
Commence pas, pardon. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat, dire qui vous êtes, d'où vous venez et à vous renommer avec votre prénom et l'organisation que vous représentez et la ville d'où vous venez. Comme ça, on peut, ou le pays, enfin, j'en sais rien. Comme ça, on peut savoir un peu à qui on a affaire. C'est toujours plus intéressant. Cette formation-là, ce soir, elle vous est présentée par Stay Grounded ou Rester sur Terre. Donc, petite présentation, Stay Grounded, elle a été fondée en 2016 à Vienne. Donc, Rester sur Terre est la branche française de Stay Grounded. C'est un réseau mondial de plus de 200 organisations membres. Il y a du coup des ONG, des syndicats, et puis il y a aussi des individus comme moi par exemple qui en font partie. Et on se regroupe tous dans l'idée d'encourager des alternatives à l'aviation et de lutter contre les projets d'expansion, en tout cas de l'expansion de l'aviation. Donc au-delà de juste dire il faut plus voyager en avion, c'est pas du tout le sujet. C'est plus de dire bah on essaie de trouver d'autres manières d'approcher la mobilité sans faire tout le temps appel à l'avion, en tout cas en réapprochant cette mobilité-là. À nouveau, l'objectif, c'est d'échanger, de se soutenir et de faire campagne ensemble par le réseau. Donc, c'est l'objectif principal de ce réseau-là et c'est aussi l'objectif de ces formations. Du coup, il y a un certain nombre de campagnes qui sont organisées contre le greenwashing, pour l'interdiction des jets privés ou pour une transition juste des salariés du secteur, mais toujours dans cette idée d'approche de l'aviation et de la justice climatique. Donc les modules de formation, comme vous l'a déjà présenté Luna, j'ai pas Je suis vraiment désolé, ma connexion n'est pas super. J'espère que ça va pas faire ça toute la soirée. Euh, Du coup, je disais, pardon. Introduction au narratif et au cadrage. Ensuite, on va faire un petit point sur les différents narratifs et les faits à connaître. Une petite pause et puis un travail de groupe sur le recadrage pour mettre en pratique ce qu'on aura vu pendant la soirée. Donc, pour commencer, je vais vous introduire au guide et au réseau des multiplicatrices, surtout au guide. Donc, le guide, je l'ai là, c'est un peu la Bible des multiplicatrices de Rester sur Terre. À l'intérieur, on reprend un peu tout ce que vous allez voir pendant ces trois formations et cette idée de la nécessité de recadrer, en tout cas d'arriver avec de nouveaux narratifs. L'idée, c'est de dire, déjà de reconnaître que l'aviation, aujourd'hui, c'est un sujet central en particulier en lien avec la crise climatique. Et la question qu'on se pose, c'est comment on essaie de l'approcher dans un esprit de justice climatique. L'objectif, c'est du coup de poser un nouveau narratif, en tout cas des nouveaux narratifs, pour mettre en place un système de mobilité vert et juste. D'où le sous-titre du, euh, du document Destination commune, repenser le système aérien pour lui assurer un atterrissage en douceur et poser les jalons d'une économie équitable. Je vais vous partager le lien de ce guide. Je vous invite vraiment à le feuilleter et même le commander si vous en avez envie. C'est vraiment hyper intéressant et ça regroupe un peu tout ce que vous allez voir pendant ces formations. Voilà. Du coup, à l'intérieur, vous avez du coup à nouveau les différents narratifs qui sont repris, les différentes approches. Et puis, il y a aussi un certain nombre de, de graphiques, etc. Ceux que vous allez voir ce soir vont peut-être être un peu différents de ceux que vous pouvez retrouver dans le guide parce qu'ils sont mis à jour dans le diaporama et ils ne le sont peut-être pas forcément dans le guide. Mais c'est quand même une super bonne base pour approcher tout ça et avoir un sorte d'approche un peu plus papier que formation. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir commencer notre petit voyage euh, en restant sur Terre. Comme vous pouvez le voir avec la petite photo.
Et on commence par du coup une brève introduction au narratif et au cadrage. Donc qu'est-ce que c'est un narratif? Qu'est-ce que c'est un cadrage? Euh, Tout d'abord, à votre avis, qu'est-ce qui est important dans le travail de communication? Et qu'est-ce qui fait une bonne histoire? N'hésitez pas à répondre dans le chat ou à prendre la parole si vous le souhaitez. Je vais vous laisser 5 petites minutes si vous voulez répondre. Et n'hésitez pas aussi à vous présenter dans le chat. Je vois qu'il y a juste Gilles qui s'est présenté. Ou en tout cas, c'est le seul que je vois. Peut-être que c'est à cause du fait que je sois parti et revenu. Ah si, et Julien. Euh, mais du coup, voilà, n'hésitez pas à vous présenter aussi. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va pouvoir, si personne ne veut prendre la parole, on va pouvoir commencer à répondre à cette petite question. Euh, donc pour ce faire, déjà, on va réfléchir à l'idée d'histoire, de narratif, de méta-narratif et de cadrage. Donc un petit peu de vocabulaire pour commencer. Une histoire, c'est un récit qui peut être imaginaire ou réel, qui a différents personnages, qui se passe dans un certain endroit, à une certaine période de temps. Il y a souvent des antagonistes et des protagonistes, et il y a cette fin souvent qui arrive avec une fin plutôt positive ou négative ou neutre. Souvent c'est soit l'un soit l'autre. Euh, et ces histoires-là, quand elles sont mises tout ensemble petit à petit... Ah, attendez, je vois qu'il y a des petits messages dans le chat. La répétition, Julien il nous dit. Ok, on va voir. Et du coup, donc, voilà, donc ces petites histoires qui racontent du coup des récits individuels, on va dire, euh, elles, elles ont pour but en fait de transmettre certaines valeurs de manière indirecte. Et quand on les met toutes ensemble, elles forment ce qu'on appelle un narratif. Un narratif, c'est un plus gros récit qui en fait va un peu mener notre approche du monde et de notre société et la façon dont on regarde, dont on voit et dont on vit dans certaines sociétés-là, certains systèmes, par le biais de ce narratif-là qui est composé de plein de petites histoires. C'est un peu nos systèmes de pensée aujourd'hui. Donc c'est par exemple l'idée du progrès qu'on va voir juste après en exemple, et un peu qui nous guide dans nos façons d'approcher les choses dans notre vie de tous les jours et en tant que société, en tant que membre d'un plus gros système. Et le métanarratif, du coup, c'est l'ensemble de tous ces narratifs-là euh, qui, en fait, créent le tissu qui forme notre façon de penser et notre façon d'approcher les choses. Et au bout de cette ligne, il y a du coup ce qui s'appelle le cadrage. Et c'est ce qu'on va essayer, nous, de se concentrer aujourd'hui. C'est en fait comment on approche ce certain narratif-là, cette certaine histoire-là, certain narratif. Comment en fait on va le, le mot anglais frame, donc cadrer, cadrer cette histoire-là, ce narratif-là, pour que ça dise en fait ce qu'on a envie de faire retranscrire. Donc c'est vraiment dans cette idée de comment on communique et qu'on part en fait de quelque chose qui va toucher quelqu'un, qui va le prendre et l'impliquer. Et c'est vraiment cette idée de narrative, c'est que ça prend quelque chose d'émotionnel, ça nous englobe et on devient à la fois acteur et spectateur de ce qui nous entoure et de ce qu'on a à faire face et à conscientiser en tout cas. Et donc petit exemple que je trouve très intéressant et qui est très très présent dans nos sociétés, c'est le métanarratif du progrès. Et donc dans ce métanarratif du progrès qui est très large, qui domine notre société, on va pas se mentir, il y a ce narratif-là que les innovations technologiques, elles permettront de faire face à la crise climatique. Ça fait partie de cette idée de progrès qui va nous sauver et qui nous permet de fonctionner en société. Et dans ce narratif-là, on prend un certain cadrage. Donc le cadrage, il va faire appel à des mots-clés, à des grandes idées, euh, à des, à des, à des grands systèmes, etc. Donc c'est par exemple carburant durable pour l'aviation, l'idée de décarbonation, les objectifs ambitieux. Donc voilà, c'est un ensemble de petits concepts qui viennent un peu
accompagner ce narratif-là pour l'ancrer en fait. Et du coup, une histoire, c'est par exemple l'idée que, un nouvel avion, alimenté par des carburants durables sauvera la planète et nous permettra de continuer à prendre l'avion, comme on souhaite, sans en fait nous faire repenser tous nos systèmes de pensée. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à prendre la parole. Mais ça, c'est vraiment un le début et on va dire la base de ce que propose en fait de faire Rester sur Terre avec ces formations-là. C'est vraiment de comprendre qu'on vit entouré d'histoires, de narratifs et de métanarratifs et les, mmh, que pour permettre de les confronter, en tout cas d'apporter un narratif plus intéressant et qui sert notre projet, on a besoin en fait de faire ce recadrage-là. Et j'ai une question, je me permets, parce que tu as dit que qu'on pouvait prendre la parole, n'est-ce pas? Et je comprends pas la différence, le métanarratif et narratif, je comprends pas. Mmh. Le switch entre les deux, pas très clair pour Le narratif, en fait, c'est un sorte de grand titre, d'un ensemble d'histoires. Donc là, tu vois, dans cet exemple du progrès, on a le métanarratif qui est en fait l'ensemble de plein de petits narratifs qui va former une grande, grande idée qui va en fait dominer, la façon dont on approche les choses. Donc là, du coup, cette grande idée, c'est l'idée de progrès, qui veut un peu tout et rien dire. Et dans cette idée de progrès, il y a plein de petits sous-thèmes qui nous permettent d'approcher ce sujet-là. Et l'un de ces sous-thèmes, c'est l'idée que les innovations technologiques, elles permettront de faire face à la crise climatique, de nous sauver face aux problèmes climatiques. Et en fait, à chaque fois, en fait, le narratif, à la fois, il nourrit le métanarratif et il découle du métanarratif. Mais il est toujours genre une sous-catégorie. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il s'inscrit dans cette idée de progrès et il le nourrit en fait en appuyant le fait que c'est un concept intéressant. Je sais pas si ça fait un peu plus de sens? Euh, Bonsoir Julien et l'intervenant dont je me souviens plus le prénom, excusez-moi Non, d'intervenir. On peut prendre un autre exemple, par exemple, si on reste sur le progrès là, dans les solutions dites techno-solutionnistes, puisque c'est ça en fait le narratif que l'on a là, il y a le progrès en métanarratif. En narratif, on a le techno-solutionnisme, et comme cadran, on pourrait en prendre un autre très simple, c'est la fusion nucléaire. Ça va exactement, nous sauver la fusion nucléaire. Parce qu'au niveau énergétique, ça va nous amener une énergie infinie, etc. Et l'histoire, c'est ça. La fusion nucléaire va nous permettre d'avoir une énergie ad vitam aeternam comme celle du Soleil et tout en continuant notre business as usual. Donc c'est un second exemple, mais on pourra en prendre plein d'autres comme ça. Voilà comment ça exactement. se construit un peu. Super, merci Jean-François, parfait. Je vous en prie. C'est pour ça que on aime bien faire ces petites formations comme ça, où tout le monde participe et ça permet à tout le monde de mieux comprendre les choses. Donc merci Jean-François et Julien pour vos questions et votre participation. Ça permet que ce soit moins descendant aussi. J'aime bien ça. Ok, donc pour reprendre, maintenant qu'on a un peu du coup compris en tout cas cette idée de narratif, métanarratif et cadrage, il faut qu'on prenne conscience de l'importance de cet outil-là, de cet outil du cadrage. Et pour le comprendre, il y a ce petit exemple d'une enquête qui avait été réalisé où en fait on avait demandé à un groupe, à deux différents groupes, on leur avait dit une patiente souffre d'une maladie rare et on leur avait demandé si elle doit subir une intervention chirurgicale complexe. Au premier groupe, on leur avait dit elle survivra avec une probabilité de 90%, alors qu'au second groupe, on leur a dit elle mourra avec une probabilité de 10%. Et qu'est-ce que on s'est rendu compte? Eh bien qu'en fait, au sein du groupe 1, la majorité a décidé de procéder à l'opération, alors qu'au sein du groupe 2, une majorité s'y est opposée. Et pourquoi? C'est vraiment cette idée de l'importance du cadrage. C'est-à-dire que dans un premier temps, dans le groupe 1, on a mis beaucoup d'importance sur l'idée qu'il y avait une probabilité, une importance, une grande chance de survie. Alors que dans le groupe 2, même si c'est le même chiffre, on a mis l'importance sur l'idée qu'il y avait une probabilité de mourir. Et du coup, nos décisions, elles changent en fait. Notre approche, elle change. Et c'est exactement cette importance du cadrage-là, c'est qui en fait va après nous impacter dans notre prise de décision et dans notre approche euh, des choses et des problèmes qu'on fait face, et en particulier du coup dans le cadre du,
du dérèglement climatique, de la crise climatique. Et pour revenir du coup à l'exemple du progrès, c'est en fait on change ce cadrage-là de carburant durable pour l'aviation, mais qu'on les appelle euh, biocarburants qui en fait enfin, si on approche d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on dit, bah, en fait, c'est pas des carburants durables, mais c'est des soi-disant biocarburants et qui, en fait, sont des conséquences, ou en tout cas des reprises de carburants qui pourraient être utilisés pour d'autres choses ou qui sont biocarburants, du coup, dans cette idée que on prend un certain nombre de ressources alimentaires. Donc en fait, le cadrage est changé et ça devient plus des carburants durables trop cool, mais en fait des carburants qui vont prendre des ressources pour d'autres choses. Ou si on change objectif ambitieux en greenwashing, et ben d'un coup, notre vision du problème, il est complètement différent. Hop. Euh, et donc, du coup, d'où la nécessité de cette idée à nouveau de cadrage et de recadrage, et que, du coup, Récit sur Terre nous invite à recadrer, ce qui signifie changer consciemment les cadres dominants, leur donner de nouvelles significations et créer de nouvelles perspectives pour faire passer notre message et lui donner beaucoup plus d'ampleur en combattant le cadrage qui aujourd'hui fait, qui est un cadrage dominant, euh, et du coup principalement basé sur du greenwashing, sur quelque chose de pas du tout durable, euh, pas du tout éco-responsable et du coup fondamentalement colonial dans cette idée de on impose quelque chose en fait, qui est que pour qui est bénéfique que pour une minorité et on cache au reste pour leur permettre de continuer à exploiter. Donc, dans cette pratique, qu'est-ce que le recadrage? Donc, il y a cet exemple que j'aime beaucoup d'un post qui avait été fait par Stay Grounded, donc le réseau Resté sur Terre international, le jour de la International Civil Aviation Day, donc la journée internationale de l'aviation civile, qui avait été posté en réponse à un post de l'IATA, qui est l'Association internationale du transport aérien, et qui avait posté pour du coup la Journée internationale de l'aviation civile. Regardez, c'est trop bien de prendre l'avion avec des photos de gens qui se font des câlins, qui partent étudier, avec des beaux paysages, etc. Donc un cadrage très spécifique, très positif, en tout cas dans l'approche de l'aviation. Et en réponse, Tiger avait apporté une autre approche avec, du coup, pareil, à nouveau quatre petites photos, en reprenant la même idée, The Freedom of, The Freedom to, donc la liberté de, et puis en fait en changeant et en approchant de manière complètement différente, donc en recadrant ce qui avait été proposé par l'association du transport aérien, en disant, bah voilà, en fait, cette liberté de connecter, en fait, elle se transforme en liberté de polluer avec une image du coup complètement différente d'un avion là où on voit très clairement qu'il pollue en rejetant des, euh, lorsqu'ils volent. Et en fait, voilà, cette liberté d'explorer, cette liberté de déplacer, en fait, avec une image qui parle beaucoup plus et qui recadre en fait ce sujet-là. Et du coup, on prend une autre approche du même thème, donc à nouveau de l'aviation. Là où l'association voyait que les bénéfices, l'association internationale du trafic aérien, et bah, Stay Grounded le recadre en montrant une autre version complètement différente et qui vient bouleverser ce cadrage dominant. Et donc pourquoi ces cadres-là, ils sont importants? Eh bien parce que notre monde, il est façonné par les pensées et nos façons de parler, de réfléchir au monde, d'approcher le monde, et ça influence nos actions. Et donc si on le reformule d'une façon qui apporte un nouveau discours, eh ben on va influencer positivement, en tout cas différemment, nos actions. Euh, Pardon. Oui, pardon. Donc on a besoin aussi de créer du coup ce nouveau cadrage pour un monde meilleur que on veut construire, donc avec des narratifs qui nous parlent le plus. Et avec ces narratifs-là, du coup, on souhaite engager un changement social réel vers la justice climatique, puisque l'aviation est lui un exemple particulièrement grave d'injustice climatique, et on va découvrir pourquoi en découvrant les différents narratifs. Donc pour aller plus loin, vous avez du coup le guide Destination commune que j'ai partagé dans le chat et puis différents ressources. De toute façon, le PowerPoint vous sera partagé, donc vous pourrez les reprendre.
Ce que propose donc Stay Grounded, c'est d'approcher les narratifs comme des outils et des moyens de reprendre les narratifs dominants en main pour engager une justice climatique. Donc il y a 5 grands nouveaux narratifs que Stay Grounded a développés, que Rester sur Terre a développé, et qui ont tous l'objectif de combattre, ou en tout cas de remettre en question un ancien narratif dominant qu'on souhaite remplacer. Le premier, c'est En l'air et contre tous. Ensuite, il y a Destination commune, L'avion vert, c'est à terre, Atterrir en douceur et profiter pleinement du voyage. On va tous les voir, en tout cas vite fait chacun, pour un peu avoir un aperçu. Certains, vous allez plus les reprendre dans les prochaines séances, puisque c'est un peu la base de l'approche de Rester sur Terre. Mais l'idée, c'est que voilà, c'est pour apporter en fait une nouvelle façon un nouveau discours, un nouveau narratif sur des narratifs qui existent déjà. Et avant de commencer le premier narratif, je vais juste voir dans le chat. Excuse-moi. Oui, bien sûr. Vas-y, Julien. Du coup, c'est-à-dire que là, dans ce que tu vas développer, c'est le narratif que vous entendez dans l'assaut par, Hmm. sous le mot progrès, enfin, sous le méta-narratif du progrès, c'est ça? Non, 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 pas du tout. Là, en fait, Ah, le méta-narratif du progrès, c'était juste un exemple ok, pour comprendre un peu où sont ces méta-narratifs dans nos sociétés. Et d'accord. un qui est particulièrement dominant et qui est particulièrement important pour le, l'aviation, c'est du coup ce méta-narratif du progrès. Euh, mais du coup, Rester sur Terre, lui, essaye de proposer des nouveaux narratifs qui ensemble forment un méta-narratif, qui est du coup celui de la justice sociale, enfin de la justice climatique, pardon, qui en fait prend en compte la justice sociale, bien entendu. Et en fait, c'est tous ces narratifs-là qui viennent créer ce méta-narratif et qui viennent en fait bousculer celui du progrès, en tout cas. Donc, Mm, le progrès est ok. toujours un peu là autour, puisque c'est celui qui est utilisé principalement par l'aviation. Mm. Et Rester sur Terre essaie un petit peu de le challenger. Voilà, Ok, merci. avec plaisir. Jean-François, je lis ton message. Peut-on dire que Rester sur Terre recadre les discours technosolutionnistes, apportant des ordres de grandeur en années, en quantité d'énergie nécessaire, des délais de mise en œuvre et ou de désartificialisation? Je suis pas sûr d'avoir complètement compris ta question, Jean-François. Je pense que tu vas avoir un début de réponse avec ma Ouais, je présentation. pense aussi que la réponse, elle va venir au fur et à mesure C'est ça, qui va exactement, c'est ce que s'exposer. j'allais dire. Ouais. Mais c'est clair que quand vous allez comparer comment dire, la surface d'un aéroport par rapport aux surfaces cultivables qu'on aurait pu mettre à la place, quand on va parler aussi des contrails qui restent dans l'atmosphère, etc. Enfin, tout ça, on va le voir. Et ça va casser le discours technosolutionniste de dire on va effectivement développer un carburant durable, on va développer Exactement, des avions stratosphériques, etc. pour pouvoir continuer le business as usual. C'est ça que vous avez. exactement, exactement, c'est exactement ça. Merci Jean-François. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir commencer dans l'exploration des narratifs. Et on commence par le narratif destination commune. Le narratif destination commune, il est fondamentalement créé et dérivé de cette idée de justice climatique qui est vraiment au centre de Rester sur Terre. Et donc, qu'est-ce que la justice climatique, vous allez me dire? Qu'est-ce que la justice ou l'injustice climatique d'ailleurs pour vous? N'hésitez pas à répondre dans le chat ou à prendre la parole. Ah, je vais cacher ça. Je vous laisse 2 petites minutes. Et en attendant qu'il y ait peut-être des petites réponses qui apparaissent dans le chat, je commence à donner un élément de réponse. Donc, l'injustice ou la justice climatique, c'est l'idée que, du coup, ça c'est plutôt l'idée de l'injustice climatique, c'est le fait que c'est pas une idée en fait, c'est un fait, les communautés qui ont le moins contribué à la crise climatique sont déjà celles qui souffrent le plus de ses conséquences. Quand on dit les communautés qui ont le moins contribué, bien sûr, on pense aux populations du Sud global en opposition aux populations du Nord géopolitique. Bon, cette idée de Sud et de Nord, elle est un petit peu critiquée,
aujourd'hui pour une bonne raison. Mais c'est un peu celle qu'on a voulu reprendre avec Récit sur Stade parce elle est simple à comprendre. C'est l'idée qu'en fait les pays du Nord, c'est les pays les plus développés, qui sont principalement situés dans l'hémisphère Nord, mais pas que, puisqu'il y a aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui font partie de ce Nord géopolitique. Et c'est les pays fondamentalement plus riches, qui sont ceux qui ont principalement été les moteurs du colonialisme et du capitalisme, et qui sont aujourd'hui à la tête des systèmes politiques mondiaux. Et en opposition du coup aux pays du Sud, ou Sud global, qui sont du coup les pays surtout situés à l'hémisphère Sud, donc la plupart des pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie, en tout cas surtout d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est, qui sont du coup des pays avec des populations beaucoup plus pauvres, et qui ont été plutôt victimes de la colonisation, du colonialisme et toutes les formes de domination et qui sont aujourd'hui les communautés et les populations qui sont aussi les plus victimes du dérèglement climatique, pour différentes raisons, principalement parce que c'est des endroits qui se réchauffent particulièrement vite, mais aussi et surtout parce que c'est des endroits qui n'ont pas forcément les capacités de faire face euh, aux crises climatiques, euh, par manque de moyens, etc. euh, et, euh, et par manque de pouvoir de base, économique, politique, etc. Et du coup, ça crée une injustice fondamentale qui, qu'en fait, ceux qui ont le plus contribué, donc à nouveau les pays du Nord dont on fait partie, hein, sont en fait ceux qui en souffrent le moins de la crise climatique. Et pour répondre à cette question-là, la justice climatique, elle, ce qu'elle propose, ce qu'elle impose, c'est de dire qu'en fait, ces grands pollueurs du Nord devraient euh, euh, devraient être les premiers à mettre fin à cette pollution-là et à aider du coup le Sud global, pas dans une relation qu'on a vue auparavant de on arrive et on vous sauve, mais au contraire de bah, qu'est-ce que vous avez besoin pour faire face à ces crises-là. Euh, donc les accompagner, en tout cas les aider pour du coup engager cette, euh, cette transition nécessaire pour faire face aux défis climatiques. Mais il y a déjà un premier devoir de nous-mêmes faire cette transition-là, bien entendu, avant d'aller aider, ou en tout cas expliquer aux autres comment faire, quoi. Ce qui n'est pas du tout l'objectif de la justice climatique à nouveau, puisque c'est de euh, dépasser cette relation de domination. Donc la justice climatique, en tout cas l'injustice climatique, elle a ses racines dans l'ensemble des inégalités interdépendantes qui concernent les émissions de carbone, le colonialisme, le capitalisme, le patriarcat, le racisme et les relations avec la crise écologique. Donc c'est aussi l'ensemble à nouveau des dominations des hommes sur les femmes, etc. Cette justice-là, cette justice climatique, du coup, elle se pose dans le mouvement pour la justice environnementale qui, du coup, reconnaît toutes ces injustices-là et qui reconnaît aussi le lien entre injustice sociale, politique, économique et injustice environnementale et le fait que les deux sont liés et qu'elles doivent être combattues pour réellement créer un monde plus juste. Elle reconnaît du coup des droits à tous les êtres vivants et non vivants de notre planète euh, et, donc les inégalités, ça j'ai dit, et à reconnaître aussi la responsabilité historique du Nord géopolitique dans la crise climatique et donc sa responsabilité d'agir en conséquence. Et elle invite une transformation systémique qui remet en question les pouvoirs, à nouveau économiques, politiques, sociaux, etc., qui bloquent ce changement-là. Et cette remise en question de la transformation, elle se fait par un apport de nouveaux narratifs. Et aussi du coup d'une nouvelle économie qui viserait à assurer une bonne vie à tous les êtres vivants dans le présent et l'avenir, et non plus à seulement faire du profit ou, comme l'a dit Jean-François, du business as usual. Donc, l'un des fondamentaux de la justice climatique, c'est vraiment cette responsabilité du nord géopolitique. Euh, Cette responsabilité-là, elle est très visible, hein, comme vous pouvez le voir là sur le graphe. 40% des émissions de CO2 ont été produites par les États-Unis, 29% par l'Union européenne et la Grande-Bretagne aujourd'hui, quand on voit que c'est 8% du reste des pays du Sud. Donc il y a une énorme inégalité, sachant que les pays du Sud sont aussi les pays les plus peuplés. Donc à nouveau, l'inégalité est encore plus présente. Cette inégalité, cette inégalité-là,
elle se, euh, elle est principalement dérivée du fait que les pays du Nord ont été les premiers à s'industrialiser et du coup ont accumulé des richesses et un pouvoir politique et économique important grâce non seulement à la croissance alimentée par les combustibles fossiles et puis surtout à la mondialisation économique et à la colonisation où en gros on allait très clairement shipper les ressources des pays du Sud pour nourrir notre propre évolution Tu et, peux me permettre de poser une question. Les pourcentages qui sont là correspondent à quelle date? Et on parle de quoi? Des émissions de CO2 juste ou d'autres? ouais, c'est les émissions de CO2 et normalement c'est les années 2020, donc je crois que c'est Ok, 2023. Je ok, suis parce pas que sûr à j'ai 100% mis parce qu'en en plus c'est lien des... justement l'infographie qui a été faite par Bon Pote, qui va de 1720 à 2020, et les États-Unis à eux seuls pèsent pour plus d'un quart des émissions globales cumulées de CO2 sur la planète. Voilà. Non, bien sûr. Mais merci en tout cas pour le partage, Jean-François. Et oui, c'est des chiffres du coup de l'année, je crois, Je pense que c'est 2023, si je dis pas de 2020, bêtises. ou enfin dans ces eaux-là. Voilà. Et du coup, comme tu le disais aussi, Jean-François, très important, il y a cette idée d'impact cumulé, en fait, depuis du coup les années, depuis le 10e, oula, le 18e siècle, en tout cas le moment de la révolution industrielle, qui a lancé cette, euh, cette destruction de l'environnement de manière globale et industrialisée. Euh, et en fait, du coup, depuis ces années-là, le Nord a dépassé de 90% sa juste part d'émissions de CO2 pour rester dans la limite de sécurité de 1,5 degré Celsius. À nouveau, ce qui montre l'injustice quand même terrifiante de notre système mondial actuel. Cette justice climatique, elle est aussi nourrie par des inégalités économiques et les émissions. Euh, c'est ce graphique est intéressant, mais il y a un graphique qui est encore plus intéressant. J'essaierai de vous le retrouver pour peut-être vous l'envoyer. C'est le graphisme de la coupe de champagne. Ça parle bien en français. C'est l'idée qu'en fait, les 10% les plus riches, du coup, qui sont en haut, ici, là, je sais pas si vous voyez en fait ma souris. Oui, si. Les, oui, les 10% les plus riches sont ceux qui en fait ont, euh, ont réalisé euh, pardon. Donc les 1% les plus riches, c'est 15% des émissions. Les 10% les plus riches, c'est 37% des émissions mondiales. Et à eux seuls, du coup, ils forment 52% des émissions globales de CO2 et des gaz à effet de serre. Alors que le reste, donc les 90% du reste de la population, ils forment oula, les 48% restants des émissions. Donc c'est vraiment terrifiant cette inégalité à nouveau. Et en 2019, comme vous pouvez le voir, voilà, c'était les 1% les plus riches, c'était 16% des émissions liées à la consommation mondiale, euh, soit plus que l'ensemble des émissions des voitures et des transports routiers, et autant que les 66% les plus pauvres de l'humanité. Et les individus riches doivent réduire du coup leurs émissions beaucoup plus que les plus pauvres, que les pays pauvres, pardon, pour engager cette justice climatique. Et désolé de vous le dire, mais on fait partie des 10% les plus riches. Donc on a une responsabilité par défaut. Hop. Euh, Cette justice climatique, du coup, elle se met aussi en place avec ce principe de réparation pour les pays du Sud. Donc, comme on vous le disait, le Nord géopolitique a la responsabilité de financer l'atténuation, l'adaptation et la compensation des pertes et dommages résultant du changement climatique auprès des pays du Sud. Mais il ne s'agit pas que d'argent. Il y a aussi un partage de technologies, de renonciation aux brevets et d'annulation de la dette qui doit aussi être rendu, puisque tout ça a été des systèmes, et le sont toujours, sont des systèmes du colonialisme et de cette idée de domination et de dépendance des pays les plus pauvres aux pays les plus riches. Et du coup, pour engager cette justice-là, on doit mettre fin à cette domination issue d'une dépendance imposée. Et ça passe du coup par ce partage des richesses. Il y a aussi une approche systémique, comme je le disais, avec une redistribution, des nouvelles politiques et des institutions euh, pour, euh, pour vraiment engager cette justice-là et pour mettre fin à cette injustice qui est en fait maintenant systémique. Petit sondage, pour comprendre un petit peu l'impact de l'aviation sur la crise climatique. Désolé, on change un peu de sujet, c'est un peu raide. Euh, mais du coup, quel est, à votre avis,
les émissions d'un vol aller-retour entre Londres et New York et si elles sont supérieures ou inférieures à l'empreinte durable d'une année qu'on doit respecter pour rester dans l'idée de respecter en fait le certain, le certain quota de gaz à effet de serre qu'on a le droit d'émettre. Et est-ce qu'à votre avis, elles sont supérieures ou égales du coup à cette empreinte durable euh, ou inférieures sur une année? Et est-ce que c'est plus intéressant en termes de comparaison de prendre, enfin de ne pas prendre l'avion ou alors d'être végétalien pendant un an? Alors, pour ça, on part du principe qu'on devrait émettre 2 tonnes d'équivalent CO2 par an, en gros, c'est ça? Exactement, Bon. exactement, c'est ça. Oui, pardon. Alors on est supérieur. Voilà, grandement supérieur, Marianne aussi nous dit. Exactement, on est grandement supérieur. Et par rapport à la... Donc voilà, ce vol génère 5 fois plus d'émissions qu'une empreinte durable. Donc c'est quand même assez délirant. Et pour la question sur le végétalien, euh, en ne prenant pas ce vol, on économise 4 fois plus d'émissions qu'en évitant de... qu'en mangeant végétalien pendant un an. Alors cette question, elle m'embête toujours un peu parce que c'est un peu cette idée que bon, bah en fait, il faut juste plus que je prenne l'avion et je serai écologique. C'est pas du tout ça, hein. Il y a besoin de mettre en place plein de choses, dont une remise en cause de notre système d'alimentation et en particulier parce que manger végétalien, c'est un acte individuel qui aura un impact sur le long terme, alors que juste ne pas prendre une fois l'avion, bon, bah, voilà, si on le prend l'année d'après, bah, ça change pas grand-chose. Donc voilà, c'est pas du tout pour dire que il faut pas être végétalien, bien au contraire, mais c'est juste pour montrer en fait l'incohérence l'impact énorme en fait qu'un vol peut avoir sur notre consommation de, enfin de citoyens durables, on va dire. Et donc, du coup, pour bien prendre en conscience cette injustice climatique due aux émissions, on le retrouve ici dans ce diagramme, puisqu'un mode de vie à 1,5 degré Celsius, il est très clairement pas compatible avec le fait de prendre l'avion, puisque prendre l'avion, c'est 3,4 tonnes de CO2 équivalent le long courrier Londres-New York par passager. Bon, un court courrier, enfin un moyen courrier Londres-Rome, c'est 0,7 tonnes, mais c'est quand même énorme. Euh, et alors que si on veut rester dans cette idée de, d'acteur durable, il faudrait être à 0,7 tonnes de CO2 par habitant. Et pardon, le 2 tonnes, c'est pour respecter dans les accords de Paris. Voilà, donc c'est assez terrifiant. À votre avis, quel est, pour à nouveau appuyer sur cette idée d'injustice, quel est le pourcentage de la population mondiale qui a pris un vol international en 2018, pardon, donc qui a plus ou moins aussi, du coup, pollué? Vis-à-vis de la population mondiale. Oui, pardon, je vous ai mis la réponse. Donc, De 2 à un 4 vol international, hein. Attention, hein. Faut bien préciser, hein. Pardon? Faut bien préciser un vol international, hein. Oui, Attention. pardon, oui, un vol international, oui, oui. Voilà, c'est entre 0 et 5%, mais sûrement pas 20. J'ai entendu, je sais pas qui est-ce qui a dit 2 et 4%, c'est exactement ça. C'est 2 et 4% de la population mondiale qui a pris un vol international en 2018. Et donc, cette idée-là, enfin, ce chiffre-là, il met en... Enfin, il montre encore plus l'idée qu'il y a une véritable injustice, puisque du coup, c'est que 2 à 4% en fait qui a vraiment, enfin, qui a consommé ou en tout cas qui a impacté l'environnement en prenant l'avion sur le groupe mondial. Donc c'est vraiment une preuve de cette injustice, puisqu'une petite minorité riche vole le plus fréquemment. C'est seulement 1% de la population mondiale qui est responsable de 50% des vols commerciaux, alors que plus de 80% pardon, de la population mondiale n'est jamais montée dans un avion. Donc c'est quand même assez parlant. 10% utilisent donc 75% de l'énergie du transport aérien. Et il y a une forte corrélation avec le revenu, ce qui signifie que plus on est riche, plus on va utiliser cette énergie-là. Et à nouveau, dans les pays riches, seule une minorité de personnes a recours à l'avion. Alors, juste avant de passer à la slide suivante, je regarde juste les messages. Oui, 20%, non, malheureusement, c'est bien plus inférieur. Euh, Maguelone et Parraine Marianne. Euh, du coup, presque le 5%, Maguelone, c'est encore moins. Vraiment, c'est montrer à quel point c'est terrifiant. JKL, 3%, tu y étais presque. Enfin, tu étais, pardon. Parce que c'est entre 2 et 4%.
Et encore plus pour comprendre cette injustice-là, on a l'exemple des jets privés, qui sont vraiment le summum hein, de l'injustice climatique, puisque les utilisateurs de jets privés polluent le plus et payent le moins. Un vol en jet privé, c'est 10 à 30 fois plus gourmand en carbone qu'un vol commercial. C'est plus de la moitié, c'est plus de la moitié pardon, des vols qui sont des vols court courrier, donc c'est-à-dire qui pourraient être faits par euh, une autre forme comme le train ou même la voiture, puisque c'est des vols court courrier. Et les passagers des jets privés, ils payent de 3 à 7 fois moins de taxes que les passagers des vols commerciaux et beaucoup n'en payent pas du tout. Alors ça, c'est à remettre à jour, j'avoue, ça n'a pas été fait. Parce que maintenant, il y a une loi qui est passée en France pour taxer les jets privés, donc qui est venu un petit peu baisser cette différence énorme, mais c'est quand même, il y a quand même toujours une injustice, hein. Les jets privés payent toujours un peu moins que les vols normaux, mais elle est moins importante aujourd'hui. Mais dans le même temps, il y a une croissance explosive de ces jets privés, puisque un vol sur 10 au départ de la France est un vol en jet privé. Donc c'est vraiment terrifiant. Et donc l'impact climatique de tout ça, c'est que les effets, ils ne s'arrêtent pas aux effets en fait liés au CO2, mais il y a aussi les effets non liés au CO2 qui triplent l'impact climatique des avions, avec les oxydes d'azote, les traînées de condensation et les cirrus induits. Et si l'on tient en compte de ces effets, l'aviation il est responsable de 4% de l'ensemble du réchauffement climatique d'origine humaine à ce jour, soit près de 6% de l'impact climatique actuel. Bien au-delà, enfin 3 fois plus, que les 2% qui sont souvent brandis par, euh, par, euh, par le secteur aérien, qui en fait ne prend en compte que les émissions CO2, donc qui sont bien sûr bien inférieures. Et à nouveau, dans les pays du Nord, l'aviation représente une part beaucoup plus importante des budgets nationaux de carbone que cette moyenne mondiale, parce que c'est bien sûr, il faut aussi le remettre en cause qu'il y a quand même que 2 à 4% de la population qui a pris un vol long courrier. Donc c'est aussi quand même une injustice énorme, parce que si c'est 2 à 4% de la population qui pollue 6%, il y a quand même une injustice assez claire, quoi. Et donc cette croissance du trafic aérien, elle est assez terrifiante parce que au lieu de... On aurait pu penser qu'avec le Covid-19, elle aurait pu baisser, mais en fait, depuis le Covid-19, ça explose. Ça a repris de plus belle, euh, et ça n'a pas bien changé la donne. Au niveau, depuis les années 90, depuis les années 80, pardon, l'aviation mondiale a doublé et a augmenté de 33% entre 2013 et 2019, donc pré-Covid. Après le Covid-19, il y a une projection de croissance d'augment de 2,7% à 4,3% par an, donc doublement après 20 ans à 26 ans. Et en 2022, l'aviation dans l'UE a rebondi, comme ils l'appellent, hein, pour atteindre 83% des niveaux de trafic d'avant la pandémie. Les projections indiquent une augmentation de 62% en 2050 par rapport à 2019. Et aujourd'hui, les dernières infos, donc 2025, on est au-delà hein, des, des données pré-Covid. Donc voilà, c'est reparti de plus belle. Euh, Ce croissance du trafic aérien, bien entendu, ça veut dire aussi croissance des émissions climaticides, puisque si la croissance antérieure au Covid, elle est retrouvée ou qu'elle augmente, et ben forcément, ça va polluer plus. Euh, voilà, donc à nouveau plein de chiffres. Vous pourrez les relire hein, quand vous aurez accès au diaporama. Et en réponse à ça, enfin, pour nourrir tout ça, il y a une construction d'aéroports qui ne cesse de s'amplifier et qui entraîne de graves dommages écologiques et sociaux. Il y a un certain nombre de groupes qui se mobilisent pour faire face à ces conflits aéroportuaires. Et c'est en particulier le Environmental Justice Atlas dont je vais vous envoyer le lien. Il faut juste que je le retrouve. Et là. Et comme ça, vous pouvez aller voir en fait un peu tous les... hop. Euh, Et oui, voilà. Donc vous pouvez retrouver du coup tous ces actions qui sont menées contre des constructions d'aéroports et avoir un peu une idée de l'ensemble des constructions d'aéroports en cours. Voilà. Et il y en a un ensemble en France. J'imagine qu'il doit y avoir des membres de groupes locaux là dans les participants. Donc euh, c'est quelque chose de réel. Et il y a une action réelle qui est aussi qui est là pour y répondre. Hop. Le trafic aérien, c'est du coup un problème aussi pour la santé, à la fois pour les passagers, en particulier les grands voyageurs et les employés, qui peuvent faire face à des maladies dues à l'exposition au bruit, aux germes et aux radiations,
au décalage horaire, la thrombose veineuse profonde et des problèmes psychologiques dont ils peuvent souffrir. Aussi pour les personnes vivant à proximité des aéroports. À nouveau, peut-être qu'il y en a parmi les participants ce soir, en raison principalement du bruit et des particules ultra fines. Et puis, toujours, hein, les groupes à faible revenu et les minorités sont particulièrement touchés parce que c'est souvent ceux qui vivent près des aéroports et qui n'ont pas la possibilité de déménager. Euh, D'où, à nouveau, le fait qu'il y a à nouveau une injustice quand même assez flagrante. Et donc, on arrive donc à ce narratif-là de destination commune pour un peu faire face à tous ces mauvaises conclusions et c'est pas très positive vue de notre monde en ce moment. Euh, donc, l'idée, c'est de dire que la majorité de la population mondiale souffre de l'expansion de l'aviation, motivée par le profit et des vols privilégiés de quelques-uns. Donc, ça, déjà, une reconnaissance du narratif dominant contraire à celui qu'on veut combattre. Cette croissance du trafic aérien, elle porte atteinte à la nature, à la santé, aux moyens de subvention des communautés environnantes et notre destination commune, en réponse, doit être un monde dans lequel nous pouvons tous nous épanouir. Donc pour vraiment, à nouveau, challenger directement ce premier constat. Les choix en matière de transport devraient être déterminés par les communautés qui en ont besoin et qui les utilisent, et non pas par des gros groupes pour faire un maximum d'argent. Et la réduction du trafic aérien crée de nouvelles opportunités. Elle libère des ressources pour concevoir un système de transport juste. C'est ce que Jean-François avait évoqué avec l'idée du coup des carburants qui sont utilisés et que j'avais aussi évoqué il y a quelques minutes en fait, cette énergie qu'on met dans l'idée de créer un nouvel avion sain ou genre avec des biocarburants, etc. Et ben en fait, on pourrait la mettre ailleurs. Ces biocarburants, ils viennent shipper aussi des ressources agricoles pour se nourrir tout simplement. Ou ce que Jean-François aussi, je viens de voir, avait mis là, qu'en fait, même si on taxe les jets privés, mais on subventionne après les aéroports pour ces mêmes jets privés à court d'argent public, donc c'est toujours le même problème. Et donc, à nouveau, l'idée, c'est que c'est l'idée de destination commune. On se dit, bah, en fait, là, on se met autour de la table. Plutôt que permettre à 2 à 4% de la population de voyager, de faire des vols grand courrier grâce à l'aviation, et ben en fait, on se dit, bah non, là, on va réfléchir à comment on peut faire une destination commune pour tout le monde, où tout le monde s'épanouit et où tout le monde y trouve quelque chose de positif et en a des bénéfices. On passe maintenant au deuxième narratif, en l'air et contre tous. Ce deuxième narratif-là, il est basé sur le constat qu'il y a des exonérations fiscales pour l'industrie aéronautique pardon, qui sont assez délirantes. Euh, les gouvernements et l'UE, elles ont perdu 34,2 milliards d'euros de taxes en 2022 grâce à ces exonérations-là. On est plus taxé sur le kérosène à l'échelle de l'Union européenne. Pardon, on est plus taxé sur l'essence et le gasoil à l'échelle de l'Union européenne que sur le kérosène. C'est ce que le graphique que vous pouvez voir ici, là. Euh, Et, euh, et dans le même temps, il y a une dégradation des conditions de travail des employés de l'aviation. Donc en fait, cet argent-là qui est exonéré, il ne revient même pas aux personnes qui travaillent ou ça revient à nouveau aux grands investisseurs et aux grands business. Donc toujours hein, les mêmes qui perdent. Il y a des réglementations complètement inappropriées des émissions, puisque l'aviation internationale n'est pas couverte par l'accord de Paris, elle n'est pas comptabilisée avec des objectifs de diminution, puisqu'en fait, les vols internationaux ne sont pas comptés dans les, euh, dans les émissions des pays, ce qui fait que du coup, il n'y a pas de claire invitation à baisser ses émissions, puisque du coup, aucun pays en fait n'en est responsable officiellement. Il y a un système du coup qui s'appelle Corsia, qui est le système de compensation et de réduction des émissions de carbone pour l'aviation internationale, le plan climatique de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour l'aviation mais qui est très problématique. On va pas y revenir dessus parce que, enfin, on va pas trop construire là-dessus parce que c'est quelque chose que vous allez voir dans le module sur les politiques euh, pour réduire l'aviation. Donc, on va pas trop y perdre de temps et c'est assez complexe. Mais à nouveau, vous pourrez aller le voir dans les slides quand vous les recevrez. Et puis, si vous participez, ce que je vous invite vraiment au troisième module sur les politiques, vous en parlerez plus. Et donc, du coup, en réponse à nouveau à ce constat-là, on propose un nouveau narratif en l'air et contre tous. On reconnaît que l'industrie aéronautique est motivée par le profit, s'enrichit aux dépens d'autrui et vole avec de l'argent public et qui permet à une petite élite fortunée de polluer aux dépens de toutes et tous. Et du coup, on invite à cette idée de en l'air et contre tous à un peu
se soulever et à dire, bon, bah là, c'est vraiment injuste, ces exonérations-là, ces réglementations qui sont inappropriées et qui sont inégales, puisque pourquoi l'aviation euh, ne serait pas critiquée, alors, enfin, en tout cas, n'aurait pas de réglementation alors que d'autres milieux l'ont. Et du coup, on invite à déjà le reconnaître, c'est un premier pas, pour créer un peu de sensibilisation à ces sujets-là et de rage un peu sociale pour dire, bah, il y en a marre, quoi. C'est pas normal. Le troisième narratif, l'avion vert, c'est à terre. Il se base sur le constat que l'efficacité énergétique euh, que des avions électriques et des avions à hydrogène, ce sont des licornes, en fait, ça n'existe pas. Euh, et il y a de très peu de chances que ça existe bientôt. Les gains d'efficacité, ils sont systématiquement absorbés et dépassés par la croissance du trafic. Donc, en fait, ça veut rien dire de dire, oh, il y a des gains d'efficacité grâce à la technologie. Non, parce qu'en fait, c'est pour voler plus. Donc, à la fin, ça solutionne pas notre problème de l'impact climatique. Les avions électriques, ils sont très petits et adaptés uniquement aux vols de courte durée. Et les avions à hydrogène, ils sont pas viables pour les vols de longue durée avant 2050, voire jamais. Donc à nouveau, c'est vraiment des licornes. C'est juste pour critiquer, ou en tout cas délibérément, euh, on va dire, ne pas vraiment prendre le problème comme il est et comme il existe. Petit sondage, les e-carburants sont des carburants synthétiques fabriqués à partir d'électricité. L'énergie nécessaire pour remplacer tout le kérosène par des e-carburants est-elle supérieure ou inférieure à l'électricité renouvelable disponible à l'échelle mondiale à l'heure actuelle, en 2019, puisque c'était une question de 2019, et combien de fois plus ou moins à votre avis? Je vous laisse proposer vos petites réponses dans le chat. Je vais regarder d'ailleurs s'il y a des supérieurs. Bon, je pense que Maëlys, tu as raison. C'est 2,5 fois la quantité d'électricité renouvelable actuellement disponible dans le monde. À nouveau, c'est pour bien montrer que ces e-carburants, supérieurs de l'ordre de 3 fois, disait Jean-François, bah, presque 2,5. C'est bien pour montrer que, à nouveau, ces e-carburants-là, c'est un petit peu des attrape-nigo, on va pas se mentir. Mais à nouveau, tout ça, vous le reverrez dans le module de la semaine prochaine sur le greenwashing, et à quel point on essaye de nous tromper. Donc voilà, les biocarburants, les agrocarburants, hein, c'est la même chose que les e-carburants, hein. Ils sont fabriqués à partir de déchets, donc par exemple l'huile de cuisson ou de culture, l'huile de palme. Aujourd'hui c'est 0,02% de l'ensemble du carburant à rien, donc de carburant à aviation, donc c'est vraiment que dalle. Les biocarburants à base de déchets, ils sont complètement limités. Et en fait, du coup, c'est principalement des agrocarburants issus de culture qui, du coup, pourraient en fait nourrir la population mondiale, surtout quand on sait euh, les, euh, le nombre de personnes en sous-nutrition dans le monde, c'est quand même assez délirant, puisque souvent c'est aussi des agrocarburants hein, qui sont extraits de plantations dans d'autres pays, dans des pays du Sud toujours, pour faire voler les avions du pays du Nord. Et dans le même temps, en plus de l'impact social et humain extrêmement problématique et déplorable, ça a aussi un impact climatique catastrophique, puisque ça participe à la déforestation euh, et à l'assèchement des tourbières. Donc, à nouveau, c'est vraiment pour nous tromper. Voilà. Et en plus, on ne parle pas des effets autres que le CO2 qui ne sont que partiellement réduits. Donc le problème, en fait, est plus ou moins le même. Ce qui avait été proposé par le secteur et par les, les têtes bien pensantes, c'est l'idée de la compensation par carbone. Disait que l'idée que du coup, je ne sais pas si vous avez pris l'avion récemment, mais on vous dit ah bah si vous voulez, vous pouvez planter un arbre vous pouvez payer un peu plus cher et planter des arbres pour compenser votre voyage. C'est complètement frauduleux. Ça ne conduit pas du tout à la réduction réelle des émissions parce que pour qu'un arbre prenne toutes les émissions que vous allez consommer par un voyage, il lui faut des dizaines, voire des centaines d'années. Donc c'est complètement ridicule. Et en plus, souvent, ces systèmes de reboisement en fait, ont lieu sur des zones qui ont été défrichées précédemment. Donc en fait, c'est vraiment du greenwashing à son maximum. Mais à nouveau, vous le verrez plus pendant le module sur le greenwashing. Et à nouveau, c'est vraiment un renouveau de l'injustice climatique et du colonialisme et de tout ce qui va avec. Et ils ont pour but, bien sûr, de détourner l'attention, donc en fait, du coup, de cadrer. On revient toujours à cette même idée-là, et du coup, de décaler le problème.
Notre conclusion, c'est donc notre narratif de l'avion vert, c'est à terre. Euh, les développements techniques, pardon, ils arrivent, ou technologiques, ils arriveront trop tard pour rester sur une trajectoire de 1,5 degré Celsius. Ils sont donc complètement euh, ridicules et inintéressants à prendre en compte, ou en tout cas à réellement prendre pour sérieux. Euh, les agrocarburants et la compensation constituent souvent un colonisme carbone, c'est ce que je vous le disais, hein, c'est cette idée d'aller planter des choses dans les pays du Sud pour dire, regardez, on vous plante des arbres qui sont, euh, ou alors d'aller produire ces carburants-là dans aussi des pays du Sud et qui du coup en fait de produire de l'accaparement des terres. Et donc toutes les solutions vertes détournent l'attention de la nécessité urgente de réduire le trafic aérien dès maintenant. C'est le cadrage que prend le, le secteur de l'aviation. Et nous, avec notre conclusion, l'avion vert c'est à terre, et ben on invite à recadrer tout ça et donc, c'est la question, que peut-on faire? Et ben, nous, on propose des mesures pour lutter contre le transport aérien. Donc là, vous en avez plein dans des petites bulles. Proposées par Essai sur Terre, taxer les grands voyageurs, limiter la publicité pour les voyages en avion, interdire les programmes de fidélisation, ne plus investir dans l'industrie aéronautique, etc. Et c'est du coup un ensemble de mesures pour recadrer un petit peu tout ce système-là. Et aussi, ça passe par promouvoir les alternatives de cette idée de l'avion vert, c'est à terre, donc rester à terre. Ne pas prendre l'avion, c'est en fait le meilleur moyen de réduire notre impact dû à l'aviation. Un petit rappel que la marche ou la bicyclette, c'est 0 g de CO2, donc c'est rien. Voilà, équivalent. Le train, c'est 5 g, c'est vraiment très peu. Le bus urbain, un peu plus, mais quand même pas très élevé. L'autocar aussi. La voiture, ça commence déjà. Et puis l'aviation, bon, bah voilà, hein, ça, c'est vraiment énorme. C'est assez clair sur ce diagramme-là. Donc le seul avion vert, c'est celui qui ne vole pas, hein, comme on l'a dit, puisque les agrocarburants, tout ça, ou la compensation, c'est du greenwashing. Les compensations, c'est un permis de polluer. Les substituts aux combustibles fossiles, ce ne sont que des gouttes d'eau dans un océan de pollution aérienne due aux combustibles fossiles. Les avions hydrogènes sont des mirages, des licornes, j'aime bien cette comparaison, cette métaphore. On en parle beaucoup, mais ils ne sont pas réels et relèvent de l'administration collective de la part du secteur aérien. Les énergies renouvelables sont rares et ne doivent pas être gaspillées pour des vols excessifs. Et pour réduire le trafic aérien, nous avons besoin donc de taxes, de limites, d'interdictions, d'un arrêt de l'augmentation du trafic et d'un changement de paradigme. C'est cette idée de nouveau narratif, de recadrage avec cette idée de l'avion vert, c'est à terre. Avant-dernier narratif, atterrir en douceur pour engager une transition juste. Qu'on le veuille ou non, le trafic aérien va décroître, c'est obligé, puisque vu l'impact que ça cause sur l'environnement, au bout d'un moment, on va être obligé de le faire baisser. On espère qu'on ne soit pas obligé de le faire baisser parce que c'est la seule, enfin c'est qu'on est complètement coincé et que en fait ça emmène tout le monde dans sa chute. D'où le fait de l'idée de commencer cette transition dès maintenant et de l'accompagner. Euh, il y a la plupart des syndicats et le mouvement pour la justice climatique, ils appellent à cette transition juste des industries des combustibles fossiles par la protection sociale, la création d'emplois alternatifs et la formation professionnelle. Donc pour vraiment engager cette transition petit à petit et pas qu'elle soit hyper violente d'un coup, mais aussi par l'arrêt du coup de la formation et de l'emploi dans le secteur de l'aviation. Et que l'argent du contribuable, qui aujourd'hui hein, paye un ensemble d'aviation, puisqu'il y a des exonérations, hein, euh, et qu'un fonds de transition juste soit mis en place pour financer la transition. Donc plutôt que cet argent-là il soit utilisé pour remplir les poches du secteur de l'aviation, il va plutôt qu'il remplisse un fonds de transition juste. Et de réduire l'échelle et réorienter les infrastructures et l'industrie aéronautique pour réellement engager cette transition-là et arrêter de juste nourrir l'augmentation du trafic qui, plus il croît, plus il va décroître de manière violente. On est cependant bien d'accord que c'est pas du tout ce qui se passe en ce moment. Non, pas du tout. Non, Pour non, deux non. raisons. La première, ne serait-ce qu'en France, on vient d'avoir trois excellents exemples du contraire, à savoir Monsieur Bayrou qui fait maintenir, voire rouvrir la ligne Pau Orly, super, qui était quasiment morte. Pareil pour Monsieur Wauquiez du côté de Lyon. Et enfin, l'aéroport de je sais plus où, là, du côté de Valence, qui reçoit que des jets privés et qui est subventionné par des fonds publics.
Et en plus, complètement. alors c'est pas vraiment de l'aviation, là c'est du tourisme spatial, ce qui vient de se passer récemment avec les 11 femmes qui sont parties pendant 11 minutes dans l'atmosphère, qui ont cramé je sais pas combien de dizaines de Mm. milliers de tonnes d'équivalent CO2 juste pour 11 minutes de plaisir ridicule, quoi. Donc je pense que la conscience n'est pas encore là, quoi. Donc dire que, Complètement. on le veuille ou non, le trafic aérien va décroître, c'est contre-intuitif, hein, actuellement. Alors, pardon, j'ai peut-être été mal, c'était mal expliqué. Je suis complètement d'accord avec vous que pour l'instant, ce n'est pas parti pour décroître, et que, comme tu l'as très bien dit, Jean-François, le, L l'idée collective n'en est pas là et c'est exactement le sujet de cette formation-là, c'est pour changer le narratif et du coup apporter une nouvelle approche de ce sujet-là. Je vois qu'il y a eu aussi pas mal de réponses dans le chat et cetera, hem, par rapport à cette question-là. En fait, quand je dis qu'il va décroître automatiquement, c'est dans la même idée qu'en fait, fondamentalement, quand on continue comme ça, on fonce dans le mur et vous avez déjà dû entendre cette métaphore-là, ou dans le ravin ou dans tout ce que vous voulez et qu'en fait, on va arriver à un point de bascule. On va arriver à un point de bascule où en fait tout cet ensemble-là ne va plus être possible. Le trafic aérien va aussi décroître dû, au changement climatique et en fait aux impacts climatiques et aux catastrophes climatiques qui en fait aujourd'hui rendent le trafic aérien de plus en plus instable et avec une sécurité, de plus en plus problématique. Donc il y a tout cet ensemble-là qui vient jouer et aussi qu'en fait au bout d'un moment, où, dans un futur plus ou moins lointain, hem Heu, c'est un véritable chaos climatique, et qu'on ne va plus être capable de vivre comme on vit aujourd'hui. L'aérien, ça sera notre dernier souci et de prendre l'avion, je pense que, ça sera, déjà impossible pour une encore plus grande partie de la population et il sera complètement un point impossible parce qu'il y aura tellement de catastrophes à faire face qu'en fait l'aérien ne sera plus une possibilité. Ou en tout cas plus un moyen de transport, pratique ou quoi que ce soit. Donc c'est dans un futur, proche ou non proche, on n'en sait pas trop, mais c'est pas du tout dans l'idée que ça va décroître parce qu'on le souhaite, ça va décroître parce que, ça va faire face à cette catastrophe climatique qui nous dont on se retrouve en fait, face, quoi. Oui, oui, je suis d'accord. Les plus riches continuent à utiliser l'avion et se moquent complètement de l'impact. C'est exactement ce qu'on vient de voir juste avant, Marianne, complètement d'accord. La seule solution, c'est un quota drastique. Oui et non, vous le verrez dans les solutions, greenwashing et dans les politiques. On va en parler de ce quota-là. Donc, je Heu, peux juste ajouter une chose qui Pardon, effectivement va Jean-François. dans le sens que ça va décroître, et ça va être forcé de décroître pour une raison de dangerosité des vols liés au changement climatique, avec le fait que la portance des avions est diminuée, que en plus les orages deviennent beaucoup plus violents que ce Exactement, qu'ils étaient auparavant, exactement. donc beaucoup plus de dépression, etc., avec des chutes et des risques de blessures. Mais en plus, il y a un autre phénomène qui vient de se rajouter à ça, c'est celui des débris spatiaux. Il y en a de plus en plus et on Mmh, remercie beaucoup notre ami Elon Musk avec son réseau Starlink qui ne dure que 5 ans parce qu'il y en a de plus en plus qui retraversent l'atmosphère et qui risquent effectivement de perturber et de croiser les routes des avions. Et c'est déjà avéré exactement, ça. Je vous mettrai exactement. un lien dans le post, dans le chat. Super, merci beaucoup Jean-François et merci pour vos questions tout le monde. Faut aussi qu'ils nous disent: «Seule la récession économique pour le fera baisser. Les subventions peuvent continuer à le maintenir tant qu'on a les moyens de payer les impôts». Donc voilà, il y a plein en fait de d'impacts hem, qui viennent en fait challenger cette croissance du trafic aérien et qui va du coup par défaut, le pousser à baisser. Mais à nouveau, c'est pas cette décroissance qu'on veut nous, c'est pas une décroissance en fait d'obligation et catastrophique en fait, c'est vraiment une décroissance juste, respectueuse et réfléchie surtout et qui accompagne le secteur. Parce qu'on ne peut pas juste dire, «On arrête de prendre l'avion», parce que ça déjà ça n'arrivera jamais, et ça permettra pas une transition juste. Voilà. Donc en fait, on part de cette idée-là que dans tous les cas, ça va réduire pour autant du coup commencer à le réduire dès maintenant et de manière juste et respectueuse. Je sais pas si ça répond aux questions de tout le monde et par rapport à la question, de Maëlys qui demandait du coup s'il y avait des députés qui portent de ce genre de mesures à l'Assemblée écolo LFI. Hem, je veux pas dire de bêtises, mais je t'invite vraiment à venir dans 2 semaines du coup au module sur les politiques de réduction du trafic aérien. Je crois que Charlène va en parler, Charlène qui sera la multiplicatrice.
qui est c'est le moment qui vous a envoyé les mails, etc., qui est en charge du réseau Resté sur Terre français. Donc je t'invite à reposer cette question-là à ce moment-là. Hem, mais en tout cas, pour l'instant, il y a quand même une action politique assez claire. Voilà. Heu et mais ce qui déjà aussi, il y a un jour, mobilisation pour 2 lignes de train importantes en France. Voilà. Donc ça fait aussi partie des c'est ce qu'on va voir juste après, les lignes de train, tu vas voir. Voilà donc pour la transition juste et du coup, atterrir en douceur, d'où notre narratif. Le changement se produira de manière forcée ou choisie, c'est ce que je disais. Prenons la seconde option. Donc forcé, c'est ce que c'était l'idée de qu'on le veuille ou non, le trafic aérien va décroître et qui vous a, qui a un peu trigger tout le monde. Mais du coup, l'idée, c'est qu'elle soit choisie, d'où le fait d'engager une transition juste. Pour garantir un atterrissage en toute sécurité, il faut réduire l'industrie de manière durable, faute de quoi nous risquons un crash. C'est exactement ce que je viens de discuter. Retarder le changement est imprudent et exposer les travailleurs à des risques croissants. Les travailleurs et travailleuses qui ont construit l'industrie aéronautique aujourd'hui méritent d'un avenir prospère et protégé. Donc le fait d'engager une réimplication de ces travailleurs et ces travailleuses-là dans d'autres secteurs, et de limiter l'embauche aussi pour pas mettre plus de poids. Nous avons renfloué les compagnies aériennes de notre poche, c'est maintenant à leur tour de rembourser, puisque à nouveau, je rappelle qu'il y a un certain nombre d'argent public qui vient exonérer ou vient nourrir, comme l'avait dit Jean-François, pour certains aéroports. Et donc la première étape de la transition consiste à freiner l'expansion du secteur aérien et de reconnaître cette nécessité-là avant qu'elle ne soit imposée. Et donc le dernier narratif, profiter pleinement du voyage, c'est ce que Maëlys avait commencé à évoquer avec le train. Donc déjà, on vous invite à passer de bons voyages. En ces temps d'urgence climatique, le train est un moyen efficace de ralentir, nous dit Vivek Gilani, de Sea Balance. Hem et donc qu'est-ce que ça veut dire profiter pleinement du voyage? C'est voler, que déjà c'est pas synonyme de liberté. Déjà on essaye d'un peu de sortir de cette idée-là, que les impacts locaux et mondiaux de l'aviation, ils privent en fait de nombreuses personnes de libertés essentielles, dont, en France, la liberté, de pouvoir vivre en bonne santé à côté d'aéroports, de pouvoir dormir la nuit et cetera. Voyager comme s'il y avait un lendemain, c'est en permettant du coup à nos enfants et aux générations futures de continuer à voyager. C'est-à-dire que si on essaye de limiter notre impact du voyage, l'impact climatique, bah, ça veut dire que nos enfants pourront aussi voyager. C'est la même question, hein, du coup, si là aujourd'hui on vole, sans cesse et bah, ça va encore plus nourrir la crise climatique et du coup, il va y avoir encore moins de possibilités de voler dans quelques années puisque du coup, comme je le disais, ce sera plus du tout un moyen sûr et un moyen, heu, déjà qui sera de plus en plus cher du coup aussi et plus du tout sûr. La découverte et du coup, autant dès maintenant nourrir le train pour du coup permettre à nos enfants, de voyager aussi, par le train. Si on commence dès maintenant à les financer, plutôt que financer l'aviation qui fondamentalement nous empêche de voyager dans un futur proche. Heu donc la découverte est à votre porte, à nouveau l'idée de voyager peut-être moins loin, mais mieux. Se déplacer avec un sens, savoir que son choix ne crame pas la planète aussi, c'est toujours mieux pour bien dormir la nuit. Ne vous déplacez pas lorsque vous ne le souhaitez pas, connectez-vous virtuellement, économisez du temps, de l'énergie, des coûts et de la pollution, hein, c'est maintenant ce que nous propose les appels visio comme on fait, maintenant, on a cette chance-là d'avoir cette technologie accessible, autant l'utiliser, même si des fois, j'avoue, moi le premier je suis quand même content de faire des rencontres en vrai. C'est quand même beaucoup plus simple que derrière mon écran, surtout quand, je vois pas vos têtes. Mais des fois, ça peut permettre, mine de rien, de limiter cet impact-là. Donc bon, voilà, il faut utiliser les outils à notre disposition. Et on se sent mieux lorsqu'on est au sol, aussi important à rappeler. On a une meilleure perception du temps et des connexions, on est plus sociable, on arrive en phase avec un lieu et sans décalage horaire. Je ne sais pas si vous êtes des grands amateurs du train, mais moi j'étais particulièrement l'année dernière. Et c'est vrai que c'est toujours sympa des fois de se retrouver à côté d'un inconnu et de discuter. C'est toujours drôle ou de faire un petit voyage en groupe et tout. C'est plus sympa de regarder les paysages. À la fenêtre plutôt qu'au hublot où on voit juste des nuages, et où tout le monde dort ou tire la gueule parce qu'il va avoir, 15 heures de décalage horaire. Enfin bon voilà, heu, donc à nouveau, c'est quand même aussi plus sympa de voyager, sans prendre l'avion. En fait, si je peux me permettre, hein, il faut revoir la notion de voyage.
Parce que si Exactement. voyager, c'est aller rapidement d'un endroit à un autre pour prendre un selfie et revenir, c'est pas du voyage, on découvre rien. On est pas Il n'y a d'accord. d'ailleurs pas de souvenir à prendre un selfie qui s'inscrit dans le cerveau et c'est complètement différent. Voyager raisonnablement et plus doucement, effectivement, ça a permis de retenir davantage de choses. Je suis d'accord sur le principe. Moi, j'ai juste qu'un petit problème. J'adorais le train avant que je sois handicapé et aujourd'hui, je suis une personne à mobilité réduite et je peux vous assurer que prendre le train en France, c'est très compliqué avec un Mm. fauteuil roulant. Très, très compliqué. Bien sûr. Et J'aimerais bien me déplacer davantage parce que toute ma vie professionnelle, je me déplaçais en avion pour aller à droite, à gauche, etc. J'ai brûlé enfin, comment dire, j'ai cramé tout ce qui était carbone chez moi pendant des années, pendant toute ma vie professionnelle, et je voudrais voyager moins vite. Donc, mm, j'ai pris une voiture électrique pour diminuer mon empreinte carbone. Mais ceci dit, le train, pour moi, n'est toujours pas accessible mm, comme je le voudrais en tant que personne handicapée. Il faut le savoir mm, quand même. mm. Merci beaucoup Jean-François et d'ailleurs ça me permet de rebondir sur quelque chose euh, euh, qui est important et qu'on veut aussi montrer avec cette présentation-là. C'est que l'idée c'est que aussi le train aujourd'hui il est, drastiquement moins financé, exonéré et tout ce qui va avec que l'aviation. Comme on l'a vu, il y a plein de petites aides qui sont données à l'aviation, etc., économiques, ce qui n'est pas le cas pour le train, ou en tout cas bien inférieur déjà au nombre d'usagers, aux distances qu'elle réalise et, euh, et à l'impact climatique positif qu'elle permet, enfin positif je veux dire, en tout cas dans l'idée de rester de voyager tout en consommant moins. Et du coup, l'idée c'est aussi d'utiliser tout cet argent-là qui est un peu gâché en le mettant dans l'aviation pour le redonner au train. C'est ce qu'avait par exemple proposé, il y avait une grosse campagne du coup de Rester sur Terre avec Camille Etienne qui avait engagé ça pendant la loi pour le budget là pour du coup taxer l'aviation, taxer les jets privés, etc. Et pour reprendre cet avion-là pour le mettre dans le train, malheureusement, c'est pas passé. La taxe est passée, mais pour en fait nourrir les caisses de l'État qui sont, comme vous le savez, un petit peu catastrophiques, plutôt que les nourrir le train. Et l'idée, c'est vraiment ce qu'on invite à faire, et c'est ce que Maya avait commencé à évoquer. Je me rappelle dans son petit message sur son partage d'infos, là, il y a un jour mobilisation pour 2 lignes de train importantes en France. L'idée, c'est que c'est aussi le membre du réseau Rester sur Terre. Il y a une association qui lutte pour les trains de nuit, qui fait partie du réseau, et qui, du coup, dans cette idée de, en fait, bah, lutter contre l'aviation, c'est aussi lutter pour le train. Voilà. Donc, il y a Non, mais ces, c'est ces clair deux qu'il faut fondamentalement. taxer le kérosène, les aéroports, etc., de façon à pouvoir compenser les droits de péage qui sont imposés au train. Parce que le train, Exactement. le fait qu'il soit aussi cher, c'est parce qu'on paye des droits de péage Exactement. qui Exactement. datent de Mathusalem. Mais c'est ça, il y avait eu un excellent reportage qui avait été fait sur, par comment il s'appelle, là, sur la 5. Hugo Clément. Voilà, par Hugo Clément. Donc, il faut le regarder parce que c'est Mm, mm, instructif de voir mhm. la quantité de taxes qui nous calcule notre billet de train comparé à ce qu'il y a au niveau de l'aviation, quoi. C'est un désavantage vis-à-vis du train qui est impressionnant, ou un avantage vis-à-vis de l'aviation, quoi. Ah, Jean-François, vous m'entendez ou pas? Oui, oui, Bon. on entend, ouais. Euh, Ouais. euh, Pourquoi? Allô? Oui, on entend bien, hein. Ah, on l'a perdu là. On l'a perdu. En attendant que l'animateur revienne, moi j'avais une question peut-être pour le groupe. On parlait des alternatives à l'avion. Là, moi je travaille au Congo et j'ai de la famille en France. Comme j'ai le temps d'aller travailler, j'essaie d'y aller à la voile, mais bon, j'ai pas trouvé de bateau, ni de budget, ni rien. Euh, voilà, est-ce que quelqu'un a des idées d'alternatives
pouvoir changer de boulot. Alternative à l'avion pour les voyages professionnels. En fait, on cherche à constituer un groupe qui travaille en Afrique centrale pour avoir notre propre bateau et venir travailler pour 1 an ou 2 en faisant un trajet d'1 mois ou 2 mois à la voile. Alors, c'est compliqué, hein. De toute façon, l'alternative à l'avion, surtout quand on est au Congo, effectivement, il y aurait le bateau, mais dans ces cas-là, il faut essayer de s'engager ou de prendre une cabine sur un cargo, quelque chose comme ça. C'est pas évident. Non, ça, c'est pas possible parce que le fret maritime, pour l'instant, est très désorganisé. Ils font beaucoup d'escales. Donc, il y a aucune offre de fret maritime, de cargo pour les destinations africaines actuellement. Et puis, Et il c'est pour faut ça aussi qu'on veut y aller à savoir la que, voile. voilà, il faut aussi savoir que les cargos, c'est à peu près, si je ne me trompe pas, 3% des émissions globales des gaz à effet de serre, parce que le carburant qu'ils utilisent est encore plus pourri que le kérosène qu'utilisent les avions. Donc, effectivement, il faudrait le faire à la voile. C'est pas non plus évident parce qu'il n'y a pas beaucoup de départs de bateaux à voile ou qui iraient dans la destination que tu souhaites, etc. Donc, ça devient compliqué, hein, c'est clair. Les alternatives, là, sont très réduites, hein. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème de connexion, Oui, mais vous avez on avait discuté, vous êtes vu. trop génial. Merci beaucoup. Euh, ça fait trop plaisir. Encore désolé pour mon... Non, mais pas de souci, ça arrive. La technologie, de toute façon, les voies de la technologie sont encore plus impénétrables que celles du Seigneur, mon cher. Exactement. Mais du coup, je voulais juste du coup revoir vite fait les petites questions. Merci à nouveau pour vos participations, c'est trop bien de vous voir réagir et tout. Foi qui nous équipe de me laisser donc au revoir, Foi, merci pour ta présence. Maëlys, en effet, il faut que les alternatives aient un côté d'un pour les est un côté bon pour Il les manque un usagers, mot probablement. ouais, d'un pour les usagers habitués à l'avion. Ok. Euh, Il faut revoir la façon de travailler, Marianne, je suis complètement d'accord, et ça fait aussi partie de cette nécessité du coup de recadrer nos narratifs. Euh, Maëlys qui nous propose l'usage du monde de Nicolas Bouvier. Euh, Excellent livre, je confirme. c'est le trajet, pas forcément la destination, complètement d'accord. Il y a une phrase de Confucius que j'aime beaucoup, c'est le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. Et ça, je trouve ça très beau. Et je trouve que ça fait très référence à l'idée de déplacer l'idée de voyage. Euh, Formation locale, passive gourmande en énergie, non. Il en a de prévu. Je sais pas de quoi tu parles, Julien. Ouais, j'ai écrit par mots-clés. Est-ce que tu disais que tu vous privilégiez les formations à distance parce que c'est moins gourmand en énergie, mais bon, quand on est à 1 ou 2 kilomètres à pied, ça l'est pas beaucoup non plus, quoi. Complètement. Le problème, c'est qu'on est un réseau qui est très éparpillé en France, Ouais. en Europe et même dans le monde, ce qui est un peu compliqué pour rassembler tout le monde. Il y en a pas mal qui sont faits de temps en temps à Lille, puisque Charlène, du coup, la responsable du réseau français, est à Lille. Il y en a aussi de temps en temps à Paris, à l'Académie du Climat, etc. Moi, j'y serai l'année prochaine, donc j'essaierai d'en faire peut-être. Et puis, si vous décidez d'être multiplicateur, vous pouvez aussi en faire chez vous. C'est l'objectif aussi, en fait, de ces formations-là, c'est de vous former pour qu'après, vous veniez répéter un peu la bonne parole dans vos communautés, en fait, locales. Donc c'est aussi l'objectif. Euh, oui, vive le train, les trains de nuit, Maëlys, merci. Complètement d'accord. Désolé, Marianne. Oui, bah, j'ai plus de source, c'était moi. On a perdu l'animateur, exactement. Je suis de retour. Euh, voilà, trop bien. Du coup, il me reste une petite slide pour vous demander si vous avez des questions, mais du coup, j'ai l'impression que c'est à peu près bon. Dites-moi s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou vous voulez que je reformule ou je ne sais pas. Sinon, pour l'ensemble de ceux qui regardent, là, si je peux me permettre, vous avez l'air d'avoir déjà pas mal de connaissances, je pense tous et tous, si vous êtes là. Rappelez-vous un truc important, c'est se mettre en tête les ordres de grandeur. C'est important, les ordres de grandeur. Qu'est-ce qu'on Hmm. parle pour les ordres de grandeur? C'est effectivement ce qu'on montrait tout à l'heure, à savoir que faire un déplacement en avion, ça a un coût en termes d'émissions d'équivalent CO2 qui est bien plus grand que celui qu'on fait en avion, à pied, en vélo, en voiture. Voilà. C'est ça les ordres de grandeur. C'est important de se former là-dessus en premier lieu. Après, effectivement, vous pouvez vous spécialiser ou avoir des formations spécifiques et je vous invite à regarder le site de Bon Pote qui a fait plein d'infographies pour vous donner justement ces fameux ordres de grandeur. Et si vous vous posez des questions, bah, allez sur ce site-là de Bon Pote, entre autres, hein, mais il y en a d'autres. Il y a Vert aussi, le média
qui pourront vous aider pour vous former sur bah, qu'est-ce qui vaut le coup pour moi. Alors, quand on est au Congo, c'est un peu plus compliqué, Magdon, effectivement, hein, comme je disais, pour se déplacer, là, c'est un peu plus complexe. Mais bon, prendre une fois l'avion, une fois par an l'avion quand on est au Congo, il y a comment dire, une explication et peut-être une excuse par rapport au déplacement qu'on pourrait faire avec un voilier qui n'est pas disponible, un cargo, etc. Ce n'est pas comme nous qui sommes des métropolitains, qui avons la possibilité d'avoir des transports modaux complètement différents, et où je vois que même des parents qui sont à 1 kilomètre de l'école maternelle déplacent leur gamin avec la voiture, quoi, faire 1 kilomètre. Ou pour aller chercher la baguette à 500 mètres, on prend la voiture. C'est une aberration aujourd'hui. On est dans un monde où pour le moindre petit trajet, on ne pense pas à l'impact que l'on va avoir sur la planète, on pense simplement à notre petit confort et on va prendre la voiture par solution de facilité et cramer du carburant pour aller chercher une baguette. Exactement, merci Jean-François. Je prends ma liste, oula, pardon, ma liste pour te répondre, pour mémoriser les chiffres et pour aussi répondre à la remarque de Jean-François par rapport aux ordres de grandeur. Je vous invite vraiment à vous pencher sur euh, notre livret destination commune dont je vous ai mis le lien. Il y a tous ces ordres de grandeur qui sont répétés avec des diagrammes, avec des trucs hyper trop cool pour comprendre et pour mémoriser. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ça, en plus de toutes les ressources qu'a donné Jean-François qui sont très intéressantes. Euh, Maëlys, oui, c'est important de ne pas culpabiliser son entourage. Une fois de temps en temps, l'avion. Euh, exactement, Bernard Arnault, c'est quand même notre pire ennemi à tous. Euh, après, il faut pas culpabiliser, mais il faut aussi engager cette discussion-là et cette idée de dire, en fait, qu'est-ce que tu mets en avant quand tu prends l'avion, pourquoi tu le prends, et en fait, faire réfléchir tout ça, et donc sur ces narratifs-là, pour un peu engager une nouvelle forme de discussion et d'approche différente. S'il n'y a pas d'autres questions, on va faire une petite pause de 5 minutes. Donc on se retrouve à 11h. Ah, François. Juste pour dire, justement, effectivement, il ne faut pas culpabiliser, mais on a toujours ça. On a toujours soit le végétarien dans le discours, dans le repas de famille, ou on est celui justement qui va arrêter de prendre l'avion. Les autres disent, ouais, bon, tu es un pseudo-écolo bobo parce que tu as un téléphone portable, iPhone, etc. Et oui, mais on est obligé de vivre avec son temps. Donc, il y a là aussi, Exactement. je crois que sur le site de Bon Pote, des discours assez sympas sur quelles sont les réponses à apporter lorsqu'on est face à ce genre de discours-là et comment le faire de manière sympatoche, quoi. Voilà. Complètement. Hein, donc, je vous ai mis le site de Bon Pote pour les infographies, mais dans le site de Bon Pote, vous trouverez d'autres choses que les infographies. Il y a plein d'ordres de grandeur, effectivement, et justement les conversations qu'on peut avoir autour de la table pendant un repas de famille avec le boomer comme moi, par exemple, qui est en train de vous dire, oui, mais enfin, moi, je suis un viandard de première, par exemple. Toi, tu n'es qu'un végétarien écolo bobo parce que tu as décidé que. Comment répondre justement à ce genre d'attaque, quoi? Mm, mm. Gentiment, Merci Jean-François. avec plaisir. Petite pause du coup de 5 minutes, on se retrouve à 34 pour l'exercice en sous-groupe qui va nous prendre un petit peu de temps. Voilà, on se retrouve à 35, 34 du coup dans 4 minutes. À tout à l'heure.
Ok, il est 11h34. On va donc reprendre. N'hésitez pas à montrer votre tête si vous êtes toujours là. Euh, alors, petit retour sur oula, pardon. Quelles sont les caractéristiques d'un bon cadrage pour engager cet exercice en groupe? Pour ce faire, on essaie de se rappeler d'un mot, donc frames, donc cadrage en anglais. Euh, et du coup, c'est un peu les grandes étapes du cadrage. Le premier, c'est donc fixer la problématique, le F, les visions et les valeurs. Le R, recadrer le narratif de l'adversaire et renforcer notre propre cadre. A, il faut qu'il soit accessible au public. M, il faut qu'il soit mémorable, donc on s'en rappelle. Émotionnel, donc faire appel aux émotions, vraiment engager le spectateur, l'auditeur ou la personne à qui on veut parler. Et S, simple et court, pour que ça soit direct et que ça parle directement, que ça soit beaucoup plus accessible euh, et euh, qui implique tout le monde. On va pouvoir du coup commencer ce petit exercice. Alors, on est combien? On est 7. Ah. Euh, ok, un certain nombre quitté. Bon, c'est pas grave. Ouais, on a Euh, perdu du monde, ouais. Mm. pardon? On a perdu du monde. Oui. J'espère que c'est pas à cause de moi. Euh, Donc, pour le petit exercice en sous-groupe, euh, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on est 7, on va faire deux groupes de 4. Ok. Euh, ouais, on va prendre le premier. Donc, alors attendez. Est-ce que quelqu'un va participer à un groupe de travail qui n'existe pas encore? Pourrait-il la possibilité d'être... donc, rédiger un bref appel à... Donc, en gros, on va prendre du coup l'exercice qui est donné ici, rédiger un bref appel à signer une pétition en faveur d'une taxe sur le kérosène. Votre public cible est constitué des membres et des sympathisants de votre organisation environnementale. Avec cet exercice-là, l'objectif, c'est que du coup, vous repreniez ce petit brief. N'hésitez pas de le prendre en photo pour l'avoir en tête, donc le petit 1 là. Et ce que je vais vous demander, je vais vous mettre en petits groupes, je vais faire deux groupes, un groupe de 3, un groupe de 4. Ah non, non, deux groupes de 3 puisqu'il y a un mot dedans. Donc deux groupes de 3. Oui, mais sachant qu'il y en a, il y a quelqu'un qui ne peut pas participer. Donc on n'est plus que 6. Ok, bon bah très bien. On va faire juste, on va rester tous ensemble ici, ça sera plus simple, comme ça on ne perdra pas de temps. Et on va réfléchir juste ensemble, voilà, ça va être beaucoup plus simple. L'idée, c'est du coup de discuter de la manière dont on pourrait utiliser un ou plusieurs des 5 récits qu'on a vus juste avant, donc les différents narratifs, dans le scénario choisi, donc le premier, et de la manière dont on l'adapterait au public concerné et aux moyens de communication qu'on utiliserait. Ça peut paraître un peu vague comme ça. En fait, je vais essayer de vous copier hop, et vous mettre dans le chat. Euh, On n'est plus que 6. On a encore perdu quelqu'un. hop là. Ok, donc voilà, donc avec ce premier brief, donc rédiger un bref appel à signer une pétition en faveur d'une taxe sur le kérosène. Votre pub. Ah, bon. Voilà que l'on perd l'animateur à nouveau. Ah, ça y est. On t'a retrouvé. Ok, pardon. Vous m'entendez ou pas? Oui, oui, oui. Non, on t'entend plus là.
C'est extraordinaire, c'est moi qui deviens l'animateur là sur ce coup-là. Désolé, je vais pas pouvoir vous aider, hein, parce que je sais pas du tout vers où il veut aller. C'est pas grave, j'ai une super question qui n'a pas de réponse, comme celle de tout à l'heure. Ouais, j'ai vu Qu'appre- hein, ce que tu as mis sur le chat là. Oui, oui, non, mais on y parle, on y pense sérieusement parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne partent plus en mission dans les ONG ou autres parce que c'est trop loin. Et nous, on embauche des gens depuis l'Europe pour travailler au Congo. À la seule condition, c'est qu'ils passent plus de 6 mois dans le pays, mais je pense que je vais augmenter à 1 an maintenant. Ah oui. Mais la plupart des ONG, ils ont des gens qui voyagent, même s'ils travaillent sur des projets de développement durable et d'énergie renouvelable, ils prennent 4 fois l'avion pour aller installer 4 panneaux solaires, quoi. Mm. Donc on essaye de ne pas faire ça. Mais non, par rapport à la question qui a disparu, qui a été posée, moi j'ai un cas pratique très réel. Je suis invitée la semaine prochaine par l'agence Air France de Brazzaville à faire une présentation sur les énergies renouvelables dans le cadre de la Journée de la Terre auprès des collaborateurs. Et donc, et ben voilà, donc comment faire pour tenir 1 heure sans se faire dégager de la salle? Si quelqu'un a des petites idées, tout en essayant de passer quelques messages, hein, puisque Air France était très fière il y a un mois de célébrer l'ouverture de 2 vols supplémentaires sur la ligne Paris-Brazzaville. Et voilà. Alors, tu vas, comme ça, je vais pas pouvoir t'aider, ça fait un peu court, mais en l'occurrence, comme je t'ai dit, le site de Bon Pote va pouvoir te donner pas mal d'infos et pas mal d'idées. Et là, je vous ai mis des liens justement sur le site Bon Pote en termes d'infographie. Je vous ai mis aussi un lien sur les réponses à apporter lors d'un dîner écolo. Où vous avez, comme je vous disais, l'oncle viandard, boomer, qui comprend pas l'attitude des jeunes aujourd'hui, etc. Enfin, ce genre de choses. Tu vas trouver là-dedans tout un tas de choses pour discuter ou pour parler, justement. Mais ce qui me surprend, c'est que, à moins que tu sois la porte-parole de l'ONG dans laquelle tu bosses, qu'il n'y ait pas déjà quelque chose qui existe au sein de ton ONG là-dessus. Bah, notre ONG, elle est assez jeune. Après, nous, on travaille dans les énergies renouvelables, donc j'ai Ben, aucun problème à justement. parler des énergies renouvelables pendant 1 heure. Mais parler des énergies renouvelables chez Air France, c'est quand même autre chose. Hmm. Alors, faut pas croire, Air France connaît ces histoires, ils connaissent le discours. Et d'ailleurs, leur discours à eux, Air France, c'est quand même Air France va continuer son business tranquillement parce que justement, il y a le nouveau carburant bio pour l'avion qui va arriver. Il y a deux choses qui vont être hyper importantes pour eux. C'est un, ce nouveau carburant bio, entre autres, mais qui en fait bouffe tout un tas de superficie parce que pour faire le biocarburant, eh ben, il faut artificialiser des sols faire du colza, etc., à la place de faire d'autres choses. Et le deuxième, c'est le fameux avion à hydrogène qui ne verra jamais le jour ou dans des décennies, quoi, si vous voulez. Il y a un problème de temporalité là-dedans qui n'arrive pas à se mettre en tête, quoi. Donc le discours qui porte, c'est celui-là. On a des solutions, sauf que les solutions, elles ne sont pas utilisables aujourd'hui, surtout elles ne sont pas rentables et elles ont des impacts sur la biodiversité et en règle générale qui sont énormes. Et surtout, donc, il y a un temps long, une temporalité qui est très longue. Et peut-être que d'ici là, l'humanité aura déjà disparu avec nos âneries, quoi. Bon, mais on est revenu, on a retrouvé notre animateur. Allez, encore, hein. Voilà, les joies d'Internet. Magdone, pour répondre à ta question aussi, je pense que enfin, c'est hyper compliqué la position dans laquelle tu es parce que tu es venu pour faire une présentation sur les énergies renouvelables. Euh, Et en fait, comme on l'a vu, c'est beaucoup de greenwashing. Donc la question, c'est comment on l'approche. Est-ce qu'on essaye de rentrer dans leur narrative ou pas? Nous, ce qu'on propose avec Rester sur Terre, mais c'est parce qu'on est une organisation bah, qui est complètement détachée du secteur aérien, c'est de dire, bah en fait, non, la question, c'est parce qu'il y a des énergies renouvelables. C'est le vrai problème, c'est l'injustice fondamentale climatique qu'il y a dans l'aviation. Et qu'en fait, l'objectif, c'est de détourner notre regard de cette idée de croissance par les énergies renouvelables ou tout ce qu'on veut et en fait de proposer un autre narratif, en tout cas un autre discours. Ta position, elle est compliquée parce que toi, tu viens pas forcément pour discuter de ça, surtout si tu viens, je pense, leur discuter de ça en face de l'agence Air France, ils vont te regarder avec des gros yeux, ils vont te mettre dehors. Euh, mais, euh, mais du coup, je sais pas trop quoi te répondre, à Non. part que bonne chance. Et Je me rendrai compte. Le but, Maglone, c'est quoi? Tu as combien de temps chez Air France à Brazzaville? Moi, j'ai 1 heure. Une Et heure. Hmm. Alors, tu discutes pas pendant une heure d'énergie renouvelable. En revanche, tu peux faire une présentation qui dure 25-30 minutes. Rappelle-toi, un slide, c'est 3 minutes, pas plus, où tu parles des énergies renouvelables, c'est-à-dire d'où elles viennent, quelles sont-elles, etc. Là, là. Et après, question-réponse.
tu laisses ouvert. Ouais, ouais. Je pense que c'est ça le plus simple. Tu maîtrises les énergies renouvelables. Tu sais que on a l'éolien, on a le solaire, on a les hydros, on a tout ce qui est aussi au niveau de la mer. Là, il y a des développements qui se font avec l'énergie houlomotrice, etc. Enfin, il y en a beaucoup, on les connaît. Tu les connais mieux que moi, probablement. Donc ça, tu vas pouvoir tenir 20-25 minutes avec, ben, imagine, Oui, mais 3 après, minutes par fois. tant qu'à faire, l'idée, c'est enfin, de voir s'il y a des messages qui peuvent être petit à petit. Ah, Enfin, moi, ce que je Complètement. voulais de très concret, parce que j'aurais les guichetières qui vendent les billets à Brazzaville. Donc, je leur ai proposé, je voulais qu'ils puissent mettre en avant les correspondances air-train à Charles de Gaulle. Parce qu'ils me demandent en plus de parler, voilà, en tant qu'entreprise, quels éco-gestes on peut mettre en place. Donc, Air France qui me demande ça, moi, je suis morte de rire. Mais alors, Mm. donc, non, mais on tu peux va. le dire. Alors, le premier des éco-gestes Voilà, idéal, c'est justement changer de métier, oui. d'arrêter de prendre Ouais, l'avion. mais complètement, et Oui, ça fait oui, partie mais de ça, 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 je peux le dire à la fin. Mais après, il faut pas bien qu'il me, sûr. enfin, il faut Ouais, pas qu'il me dégage de la salle avant que j'ai bien sûr. commencé à parler, quoi. On est bien Donc d'accord. voilà, c'est un cas assez intéressant, hein. C'est pour ça que j'étais contente de pouvoir partager cette expérience avec vous pour avoir quelques idées avant d'y aller. C'est complètement un hasard qui m'est demandé à moi d'aller. Mais c'est Mm, vrai qu'on est mm. la seule ONG qui travaille vraiment sur les énergies renouvelables au Congo, avec des hydroliennes pour l'accès aux services essentiels, voilà, hein. Et puis Rogue électrique, tout ça, et voilà. Ouais, puis, mais la question que ça pose aussi, moi, je comprends pas, c'est que c'est qui organise ces journées de la Terre là? Enfin, pourquoi c'est donc c'est eux qui organisent? Enfin, quel est le contexte aussi dans tout ça? C'est aussi le. Alors, c'est plus si la journée mondiale de la Terre ou de l'environnement ou un truc comme ça, hein. Donc, eux, à chaque année, leur entreprise, quand il y a une journée importante, ils font une action. Et l'année dernière, ils sont venus visiter toute l'équipe, notre site, là où on travaille sur l'accès aux services essentiels grâce aux énergies renouvelables. On leur a fait ramasser des bouteilles sur le fleuve Congo, puis ils ont fait un don pour l'association. Donc, c'est comme ça qu'ils Mm, nous ont connus. Et là, du coup, cette année, ils n'ont pas beaucoup de temps. Ils se disent, mais tiens, mais, puisque vous êtes dans le secteur, Mm. une sensibilisation sur les énergies renouvelables et les éco-gestes qu'on peut faire au bureau. Donc, je leur ai déjà fait un petit peu une simulation. Au lieu d'avoir un groupe électrogène, quand il y a des coupures de courant, qu'ils puissent mettre des panneaux solaires. Mais bon, après, effectivement, le mieux, ce serait qu'ils ferment l'agence, quoi. Mais ça, je ne vais pas le dire tout de suite, peut-être à la fin. mm. Non, c'est compliqué parce que c'est tout le problème en fait du greenwashing et ce que vous verrez encore plus la semaine prochaine, c'est-à-dire que en fait, on est complètement dans une idée que voilà, il faut faire des petits éco-gestes. Et il y a cette idée de, en fait, c'est la faute de tout un chacun et tout le monde doit agir à son niveau. Mais en fait, c'est pas ça le vrai problème. Le problème, il est systémique, il est dans comment on approche notre relation voyage, etc. Et à nouveau, je pense que ta position, elle est super compliquée parce que bah, comment tu défends ça? Si déjà tu arrives à le caser à la fin, c'est super. Et peut-être aussi tout du long, quand tu présentes tes éco-gestes, etc., de te dire, bah, c'est des étapes, mais c'est des étapes qui sont nécessaires dans un système où on remet en cause un petit peu Mm. notre approche du monde d'aujourd'hui. Et peut-être vraiment, dès le début, mettre en avant cette idée que, en fait, le plus gros problème, c'est notre approche des problèmes climatiques, en fait. Sans dire dès le début que c'est leur faute, mais disant juste, en fait, moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est déjà de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mettre en place dès maintenant à notre petit niveau, mais de reconnaître dès le début que le problème est bien plus large que notre petit groupe et que c'est tout un système qui nous pousse à agir de cette manière-là, dont l'aviation a une partie, mais sans les culpabiliser dès le début. Et à la fin, leur lancer sous forme de blague ou pas, en fait, la meilleure solution, le meilleur éco-geste que vous pouvez faire, c'est de quitter votre boulot. Ouais, mais en plus, je serais près de l'équipe congolaise, donc je ne peux même pas leur dire ça, vu le taux de chômage Complètement, mais qu'il y a c'est ici. ça c'est ça qui est hyper C'est problématique. C'est qu'en fait, c'est assez compliqué, ouais. c'est ça, il t'envoie auprès des communautés qui sont les plus, bah, les moins aptes et les moins, auxquels on doit le moins demander, en fait. Et c'est pas à eux de faire ce genre d'éco-gestes, quoi. Et c'est à ce moment-là où c'est vraiment pas normal et on voit l'hypocrisie, en fait, du secteur, quoi, qui est quand même Mm. assez dérangeante et choquante, quoi. Bon, ben, je vous dirai si j'ai survécu à l'expérience. Intéressant. Bon courage. Ok, bon, je vois que mon exercice, du coup, a un peu floppé, désolé, à cause de mes petits problèmes de connexion. Mais du coup, l'idée, c'était un petit peu de réfléchir à comment on cadre tout ça
quels sont les défis, les caractéristiques qu'on essaie de trouver. Donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on le reprenne là, dans les 10-5 dernières minutes qui nous restent. L'idée, c'est qu'en fait, pour être très clair, en fait, comment on pourrait parler de cette pétition-là en faveur d'une taxe sur le kérosène, avec l'idée que notre public, c'est des membres et des sympathisants d'une organisation environnementale. Donc, comment, sachant que c'est des membres d'une organisation environnementale, on approche cette idée de mettre en place une pétition en faveur d'une taxe sur le kérosène? Et quel narratif qu'on a développé juste avant serait le plus intéressant? Est-ce que vous avez des petites idées? Par rapport aux 5 narratifs qu'on a vus, là, rester sur Ouais, Terre, en l'air et contre tous, l'avion vert, c'est à terre. Bah, c'est peut-être exactement. l'avion vert, c'est à terre qui est le plus intéressant d'ailleurs. Hmm. Je sais pas. Ouais, dans quel sens? Quoique non, ça, non. Non, ça ne le fait pas puisque le seul avion vert, c'est celui qui vole pas. Et la taxe sur le kérosène, ça rentre pas dans ça. En l'air et contre tous, exonération fiscale. Là Exactement, qui rentre exactement. là-dedans. Et se Voilà. dire en plus, parce que c'est des sympathisants d'organisations environnementales, donc leur dire en fait, regardez, c'est injuste. Ça va à la fois contre l'environnement, ça va à la fois contre vous-même. Donc c'est deux valeurs qui nous rassemblent quand même. Et donc là, eh ben, il faut développer cette idée de en l'air et contre tous et dire c'est injuste, c'est pas normal. Et on met en place cette pétition pour créer un rapport de force. Et pour dire on est là, on sait ce qui se passe, on reconnaît cette inégalité-là, et on vous propose de le marquer dans le fer en signant notre pétition. C'est Donc ça. c'est en Le fait... but, le but, c'est de rétablir le rapport de force qui n'existe plus Exactement. et qui est en défaveur Exactement. des autres transports, en particulier le train. Donc, Complètement. effectivement, la taxe sur le kérosène a un intérêt, effectivement, là-dedans, oui. Ouais. Voilà, c'est ça. Les autres, vous avez des petites idées aussi de quelle forme ça pourrait prendre, comment aller discuter auprès de ce public-là, quel argument leur proposer pour les pousser à signer cette pétition? Mais Dis-moi. l'argument que j'avais déjà entendu il me semble tout à l'heure sur la taxation du kérosène, c'est que bah, si on taxe le kérosène, on peut demander une taxe de kérosène et qu'avec cette taxe, on augmente les fonds à distribuer aux associations environnementales. Ça, Complètement. Mm. ça peut être un argument porteur, quoi. Bah, faut pas que ça soit du mensonge, juste que ce soit vraiment l'argument Bien sûr. porté en Mm. Complètement, proposition de loi, complètement. quoi. Ouais, ou même dire que voilà, ça leur revient pas directement à l'organisation, dire que cette taxe-là, on veut que les fonds soient utilisés dans la transition. Oui, bien sûr. Exactement, ce genre de narratif-là pour en gros, à nouveau appuyer notre point et engager de manière encore plus puissante et pressante ces membres de l'organisation environnementale. Ok, est-ce que vous avez des- d'autres des questions ou des choses à dire, à partager sur ce petit exercice-là, avant qu'on passe à la toute dernière partie? Il y avait d'autres points en dessous, non? C'était d'autres. Oui, c'était les autres exercices. En fait, il y a plein de il y a Ah, plein ok. de petits exemples. Donc, c'est l'idée que si on est plusieurs, en fait, on crée 5 groupes et chaque groupe, en gros, a un récit différent et doit après, du coup, partager ses résultats. Mais vu qu'on n'est que 6, bah, ça vaut pas le Oui. coup de faire des groupes. Ok, d'accord. Voilà. Mais c'est aussi ça des outils que vous aurez quand vous recevrez le diaporama pour reprendre aussi ces exercices-là, pour les proposer, si vous voulez redonner cette formation-là, pour les proposer à d'autres, à- aux différents publics et aussi choisir celui qui vous intéresse le plus. Il y en Mm. a qui sont plus voilà, dans l'idée de, par exemple, chaîne YouTube jeune et axée sur le style de vie, bah, ça peut être si vous avez un public assez jeune. Le premier, du coup, c'est plutôt si vous avez des membres bah, du coup, d'organisations environnementales. Le deuxième, une action de détournement de publicité, c'est plutôt si c'est des gens qui sont engagés à ce niveau-là. Euh, Mm. Célébration d'un anniversaire, bah, c'était plus des activistes sur le terrain, ou tout simplement l'engagement de ne pas prendre l'avion. Et lors d'un anniversaire d'un ami, tout le monde se dispute avec ce sujet. C'était un peu le sujet de Jean-François. Les questions et les arguments les plus courants et trouver des réponses. Ça, c'est un peu aussi, bah, si vous voulez faire dans un cadre un peu plus, on va dire,
familial et qui touche un peu plus à tout le monde, bah, comment on essaye de venir en aide à ces individuels qui sont souvent tout seuls dans les repas de famille et qui se retrouvent à devoir argumenter leur point de vue, quoi. Donc, c'est des petits exercices. Voilà. Ok, on peut maintenant passer à la dernière partie, la restitution. Donc ça, c'est vraiment beaucoup plus tranquille et tout. Je vais arrêter euh, l'enregistrement.